Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à tous pour ce dialogue du matin consacré à l'avenir de la droite et animé par David Lisnard. Alors, vous êtes nombreux ce matin, pas aussi nombreux que vous ne l'auriez souhaité, car l'annonce de la conférence de M. Lisnard a suscité un succès absolument exceptionnel. On l'a vu par le nombre de gens qui auraient souhaité être à vos côtés ce matin. On l'a vu aussi par le fait que les réseaux sociaux ont largement repris l'annonce de son intervention. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire, merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté, malgré la lourdeur de votre agenda, bien sûr, et surtout peut-être en raison de la difficulté de l'exercice. Alors, vous le savez, l'Institut Diderot n'est pas une tribune politique. Elle se consacre davantage à l'étude, la réflexion sur les grands mouvements de société. Il nous a paru que l'implosion de la droite et de la gauche de gouvernement était un de ces phénomènes, puisqu'elle était de nature à mener au pouvoir des extrémismes, ce qui aurait certainement un impact très fort sur nos sociétés. Alors, nous avons choisi d'entendre deux personnalités qualifiées. M. David Lisnard aujourd'hui. Nous avons entendu précédemment Renaud Dely, qui représentait la mouvance de gauche, du gouvernement de la gauche de gouvernement. Vous le connaissez, il était politologue, il est animateur d'une émission de télévision et de radio. Il aurait souhaité être à vos côtés ce matin pour vous entendre, M. Lisnard. Et l'ordre du jour, l'ordre de passage, par contre, de ces deux intervenants est bien sûr celui de leurs agendas respectifs. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alors, je pense que le succès de cette réunion de ce matin, dû à M. Lisnard, est dû au fait que, vous le savez tous, les élites sont désormais largement critiquées dans ce pays. Et un homme du terrain, comme l'est un maire ou un président des maires de France, eh bien, est une personnalité qui paraît pouvoir porter les choses différemment. Par ailleurs, et en ce qui nous concerne personnellement, nous sommes très sensibles au fait que M. Lisnard accorde à la culture une importance très très grande en matière de politique, ce qui n'est pas le cas de tous les politiques, il faut le reconnaître. Et pour nous, ça nous paraît quelque chose de très important. Merci donc, M. Lisnard, d'être présent avec nous. Je vais maintenant donner à André le soin de donner quelques réflexions supplémentaires sur votre venue. Bonjour à tous. Non, je n'ai rien à ajouter, sinon l'idée que nous commençons une nouvelle année par une transition. Parce qu'au fond, l'année précédente, universitaire, nous raisonnons de septembre à juillet, nous avions choisi comme thème les frontières, limites, transition et transgression. Parce que nous avions le sentiment que les frontières deviennent de plus en plus poreuses, incertaines, mobiles, et que ça nous pose un certain nombre de problèmes. Et donc la question de la frontière entre la droite et la gauche, et d'éventuelles transitions ou transgressions entre la droite et la gauche devenait évidemment importante. D'où l'idée de ces deux conférences, l'une sur la gauche, l'une sur la droite. Et puis pour l'année qui commence, l'année universitaire 2023-2024, nous avons choisi comme thème l'année 2050. Parce que l'une des vocations de l'Institut Diderot, c'est la prospective. On s'intéresse davantage à là où nous allons que là d'où nous venons, même si les deux, évidemment, sont liés. Alors je ne demanderai pas à David Lisnard de parler de la droite en 2050, parce que 2050, dans bien des domaines, c'est demain matin. Mais en matière de politique, 2050, c'est quand même loin. Il peut se passer beaucoup d'eau sous les ponts. Mais voilà, je suis très content qu'il ait accepté de venir nous parler de l'avenir de la droite française. Je termine simplement en renouvelant les excuses de Renaud Dely, qui aurait beaucoup aimé être présent et vous écouter, mais qui malheureusement est retenu, puisqu'il fait une chronique à France Info en ce moment même. David Lisnard, encore merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous pour 45 minutes. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil. Merci, André Conspourville, de votre accueil. C'est pour moi extrêmement impressionnant, évidemment, de parler sous le regard de Diderot et avec les oreilles du philosophe, hein, qui, à ma gauche, qui le prenne au sens qu'il l'entend. Hein. Vous disiez que vous placiez cette année, vous aviez placé cette période sous le thème de la transition.
et en parlant de transition, y compris entre la frontière, la droite et la gauche, si j'ai bien suivi votre propos, ce que j'observe moi dans la vie politique, c'est parfois de la transhumance entre la droite et la gauche ces dernières années, et c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur d'ailleurs pour marquer un clivage sain. En tout cas, merci de votre accueil. Très impressionnant à un tel point, c'est que pour respecter à la fois votre institution et le chronomètre qui m'a été imposé, je vais tenter de suivre des notes rédigées, ce qui est pour moi un exercice peu commun pour l'amoureux de la liberté, y compris de parole, que de s'inscrire dans un papier calibré. Mais j'espère que vous y verrez non pas la manifestation de l'ennui, mais à l'écoute, mais en tout cas celle du respect que je vous porte. Dire aussi que le thème que vous m'avez donné, droite en France, donc c'est marqué géographiquement, ça m'arrange, état des lieux et avenir, renvoie évidemment à l'existence et l'essence de la droite. Nous verrons quelle est l'interaction si l'existence précède l'essence. On n'est pas bien barré à ce moment-là à droite, mais en tout cas de s'interroger sur l'essence qui pour moi est résumée en valeur et surtout en principe. J'utiliserai plus le terme de principe d'ailleurs que de valeur, c'est-à-dire la liberté, la responsabilité et la dignité. Est-ce que cette existence aujourd'hui, cette essence a une existence, c'est l'état des lieux, une droite qui a vu se succéder des défaites nationales, parfois cruelles, par leur score, qui a une forte implantation locale et qui a un foisonnement parfois contradictoire de convictions ou d'ambitions. Ce qui pose évidemment la question de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est ce qui peut et ce qui doit. À la différence de mon camarade Renaud Dely, non pas que nous ayons été ensemble encartés au Parti communiste, mais parce que nous avons servi sous les drapeaux ensemble. Et déjà, nous nous apprécions. Je ne suis pas, moi, un politologue. Je ne suis pas un expert. Il faut que vous m'acceptiez tel quel. Je suis un praticien engagé avec une forte subjectivité qui ressortira de tout mon propos. Mais ce qui peut et ce qui doit... je crois que le possible, en fait, pour l'avenir de la droite, dépendra du devoir qu'on lui donne. Et j'allais dire, du souhaitable. Donc il y a toujours une interaction morale là-dedans. Et je pense que la droite n'aura d'avenir que si elle est utile à la démocratie et utile à la France. La démocratie a-t-elle un avenir? C'est peut-être là la question qu'il faut se poser. Question étourdissante, hein, au vu de la montée en puissance de certains empires anti-libéraux ou illibéraux et anti-occidentaux. Avenir qui est mis en cause chez nous, je l'évoquerai. En tout cas, moi, je le souhaite, qu'elle est évidemment, mais ce qui nous paraissait évident il y a quelques années, l'est de moins en moins lorsqu'on regarde les sondages d'opinion. Et je crois que cet avenir de la démocratie passe par un clivage civilisé ou civil, j'utiliserai beaucoup cette expression dans les prochaines minutes, qui permet de confronter une certaine idée de l'homme, des principes de vie, et finalement d'organiser une compétition, une confrontation qui soit tonique, mais respectueuse des autres et de soi. Donc, parler de la droite, faire son état des lieux et dresser son avenir, c'est parler de politique. Parce que la droite, c'est évidemment pas une fin en soi. C'est un moyen. Et lorsque l'on confond la fin et les moyens, on tombe souvent dans des approches liberticides, y compris dans le technocratisme d'ailleurs. C'est un moyen vers une finalité politique. Alors la politique, bon, on connaît tous l'étymologie, c'est la gestion de la cité, mais c'est bien plus que cela. C'est la projection d'un groupe. La politique, c'est pas simplement gérer la cité. Et c'est certainement une des caractéristiques qui distingue l'espèce humaine des autres espèces animales. De se projeter, d'être capable de consentir un coût immédiat en vue d'une satisfaction future. C'est la définition de l'investissement en économie. C'est de donner une signification collective par une conscience. Donc, politique, culture, que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, sont profondément liés. Ce sont des actes de rupture dans
la reproduction de l'espèce ou dans son adaptation. C'est ce qui nous distingue des autres espèces animales. Vous l'avez compris, je ne suis pas antispéciste, je suis plutôt anti-wokiste, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, parler de cette dimension-là, on ne faut pas être pompeux, et surtout moi je ne suis pas un philosophe, mais c'est ontologique, c'est anthropologique, quoi. On ne peut pas vivre sans politique. Voilà, comme on ne peut pas, voilà, l'être humain s'est distingué par la culture, par la politique, par la prière, par l'investissement, enfin par des pratiques que l'on ne connaît pas chez d'autres espèces animales. Et donc parler de la droite, c'est de parler de politique, et c'est parler de trois items pour moi majeurs, que sont la démocratie, je l'ai évoqué tout à l'heure, la République et la France. Alors, parler de la gauche aussi d'ailleurs, parce que la droite n'existe que parce qu'il y a une gauche et inversement. Hein. Donc, par symétrie, les deux notions sont indissociables. Et je crois que les trois termes que je viens d'évoquer, démocratie, République et France, sont aujourd'hui en crise majeure, peut-être en transition, pour reprendre le terme, qui est un thème assez d'ailleurs courant dans les colloques depuis quelque temps. Crise de la démocratie, à travers, là aussi, les deux acceptions, enfin, ce n'est pas les acceptions d'ailleurs, les deux notions, les deux considérations du terme, démos, peuple, participation, kratos, pouvoir, exécution. Donc sans être exhaustif, mais nous sommes, je le crois, et c'était l'ancien leader de la CFDT qui l'avait dit au moment des grèves sur la retraite, la réforme de retraite, je pense que nous sommes dans une profonde crise de la démocratie, pas qu'en France d'ailleurs, mais notamment en France, parce que le peuple se sent de moins en moins représenté, participe de moins en moins aux élections. Les taux d'abstention record devraient obséder tous ceux qui s'engagent et tous les citoyens responsables, parce que des sondages sont extrêmement troublants, qui, sur les 18-24 ans, je le cite souvent parce que ça m'a... Et même les 18-35 ans, d'ailleurs, sur un sondage qui est sorti l'été dernier, mettent sur le même plan de perception la démocratie et les régimes illibéraux. C'est-à-dire que vous avez 50% des jeunes qui vous disent qu'il vaut mieux la démocratie, mais 50% des jeunes qui disent ouais, bon, c'est pas si important que ça. Parce que cette crise du démos, du peuple, c'est une crise civique, c'est-à-dire de la responsabilité sur l'espace public qui est le corollaire de la liberté. Et que c'est ce que l'on retrouve dans les agressions d'élus, par exemple, qui est devenu un élu, on se fait agresser comme les autres, ça c'est normal, j'allais dire. Moi, je ne demande pas un privilège d'élu. En revanche, quand vous vous faites agresser parce que vous êtes élu, parce que vous refusez un permis de construire, parce que vous dites à quelqu'un qu'il a jeté un papier par terre, etc., on est dans une crise majeure de la démocratie. Moi, j'ai jamais eu de mal à utiliser ce terme de décivilisation au sens de Norbert Elias, hein, parce qu'il y a des phénomènes, quoi qu'on en dise, comparaison ne vaut pas raison, mais qui renvoient aux années 20 et aux années 30. Moi, j'en suis absolument convaincu aujourd'hui. Et on sait comment ça finit. Crise du kratos, du pouvoir, qui, à mon avis, est la plus importante. Je pense qu'une des grandes causes de la crise de la démocratie actuelle, c'est une crise de l'exécution. C'est celle de l'impuissance publique, et en particulier de l'impuissance régalienne, c'est-à-dire sur ce qui fait, comme on dit en entreprise, la raison d'être de l'État. L'État a été inventé pour protéger le groupe. Et on pourrait décliner à l'envi les expressions de cette crise de l'exécution. Crise de la République. Il m'a fallu plus de temps, moi, pour le comprendre cela, parce que c'était moins mon vocable, et je me retrouve aujourd'hui à droite à défendre des idéaux qui étaient avant de gauche. Donc je parlerai du sinistrisme tout à l'heure. Il y a peut-être un sinistrisme inversé dans la population, que moi je ressens, mais je parle de l'universalisme républicain ou du mérite, qui sont des notions aujourd'hui portées par une certaine partie de la droite. C'est-à-dire de considérer qu'un individu n'est pas que son identité individuelle. C'est une personne humaine, ça c'est le grand apport de la démocratie chrétienne, mais qu'il peut se mettre un peu de côté de ce qu'il caractérise en tant qu'homme, blanc ou femme, ou jeune, ou trans, ou machin, enfin tous ces débats de l'époque, mais qu'il a une part d'universalité en lui qui fait que l'humanité est une réalité, et que c'est un dépassement par la culture, par ce qui nous permet de nous élever. Or, cette République, notre République est en crise, parce que notre démocratie est en crise, mais elle est en crise tout simplement parce qu'aujourd'hui, on porte atteinte par des phénomènes séparatistes à l'universalisme républicain. C'est le wokisme que j'évoquais tout à l'heure, le racialisme, le décolonialisme, tous ces mots en isme, toujours très désagréables, l'islamisme, bref,
tout ce qui porte atteinte à l'unité de la nation et qui enferme les individus dans des trappes à identité, comme on disait autrefois quand on parlait de trappes à pauvreté. Crise de la France. Je ne suis pas neutre dans mon propos, mais je pense que notre pays est à la croisée des chemins. Certains parlent de décadence, de déclin. C'est un déclin relatif dans ce cas-là. Décadence, ça renvoie sur des considérations morales, on pourra les évoquer, mais en tout cas, il y a un déclassement, ça c'est sûr. Déclassement économique, le PIB par habitant, on est une expression. Le déclassement éducatif, qui pour moi est le plus dramatique de notre époque. Déclassement diplomatique. Ces déclassements en plusieurs décennies, certains se sont accélérés ces dernières années. Cette triple crise, elle se conjugue à des enjeux mondiaux étourdissants que l'on doit relever avec des atouts, avec enthousiasme aussi, parce que quelle tristesse que... Moi, je vous dirai pourquoi je me sens de droite, mais parce que je trouvais que la gauche était souvent triste, alors que tous les gens de gauche me pardonnent, quoi, mais chaque fois, dès qu'il y avait un truc qui arrivait, il fallait que je m'en sente responsable. Moi, j'étais gamin, je ne me sens pas responsable. Je suis très triste pour eux, mais j'essayais d'aider. Mais enfin, il y a une espèce de vision holistique, quoi, où tout vous écrase, quoi. Et moi, j'aimais bien les escapades. Voilà. Donc, c'est mon côté de droite. Non. Très manichéen, très faux. Plein de gens de gauche disent, moi, j'adore les escapades. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui là, bon. Et ces enjeux mondiaux, ces défis mondiaux, voilà, c'est le défi écologique. Comment on porte une espérance écologique? Moi, je crois qu'on doit porter une espérance écologique. Magnifique espérance. Il y a eu des défis bien plus lourds que dans l'histoire de l'humanité. Mais nos gamins, il faut leur redonner de l'espoir. Le défi numérique, de l'intelligence artificielle, c'est le plus important parce que c'est celui qui va conditionner les autres. La capacité de maîtriser ces technologies, l'intelligence artificielle, avec une question étourdissante. Comment concilier l'efficacité et la liberté? Comment faire en sorte que ces outils soient des outils qui renforcent l'humanité et non pas des outils qui déclassent l'humanité? Voilà, est-ce qu'on veut vivre dans le modèle chinois dont nous ne sommes qu'au début, moi non. En revanche, est-ce qu'on va retourner vivre au XXe siècle? Non plus. Donc, pour soigner le cancer, pour trouver tous les moyens de faire de la croissance décarbonée, il faut absolument être une puissance numérique. C'est le premier objectif que l'on devrait développer. Nous, France et Europe, l'Europe a tout son sens d'ailleurs. Défi économique qui découle de ce que je viens de dire, comment créer de la richesse, de la prospérité, parce que c'est mieux de partager la richesse que la pénurie. Venezuela n'est pas mon modèle de société. Voilà. Et défi démographique qui renvoie à la politique familiale, la politique de natalité, qui va être un des grands enjeux des prochaines années. Moi, ce sera une des prochaines annonces que je ferai sur des propositions sur la politique familiale, comment relancer une vraie natalité. Je suis étourdi que l'on ne parle pas plus de ce que l'on voit au Japon, de ce que l'on commence à voir en Allemagne, de ce qu'on voit en Italie, où des démographes vous disent dans 700 ans, il n'y a plus d'Italiens. Ben moi, ce n'est pas possible qu'il n'y ait plus d'Italiens. Voilà, pour plein de raisons, c'est impossible. Donc, il faut aussi qu'il y ait une France. Parce que je crois à la diversité, donc je voudrais que les Italiens continuent d'exister dans un monde de diversité. Défi démocratique, je viens de l'évoquer. De démontrer que la démocratie, c'est efficace et donc de retrouver de l'efficacité tout en réinventant l'état de droit. Il ne faut pas jeter l'eau de l'état de droit ou le bébé de l'état de droit avec l'eau de l'impuissance. Donc des défis mondiaux, et face à cela, nous n'avons jamais eu autant besoin de politique, et moi je pense qu'on a besoin de droite. Alors, quelques avertissements. Je joue le jeu et je me suis engagé, mais j'aime pas les cases. C'est-à-dire que bon, moi, je suis comme tout le monde, la droite, la gauche, ça existe encore, etc. C'est pour ça que je me mets dans le domaine du souhaitable. Je pense que c'est souhaitable aujourd'hui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a une vingtaine d'années. Bien sûr qu'il faut du dépassement. Quand vous êtes à la tête d'un exécutif, qu'il soit local ou national, vous n'êtes pas là pour être de droite, vous êtes là pour mener votre politique de façon cohérente, claire, mais pour vous dépasser. En revanche, vous ne devez pas vous renier. Et un des grands problèmes de la droite, c'est qu'elle s'est souvent reniée dans l'exécution des choses. Vous dire d'où je parle, comme on disait dans les cercles marxistes. Moi, je parle d'un individu, je
je vais éviter de tomber dans le narcissisme qui fait beaucoup de mal aussi à la politique, mais c'est juste par information, par honnêteté vis-à-vis de vous. Je ne suis pas un expert, je suis un praticien. Donc j'alterne le sourcing, la source et la pratique. Et les deux m'influencent. J'essaie de mettre en exécution mes principes, mes convictions, et puis j'adapte mes principes et mes convictions à des principes de réalité. Surtout, et ça c'est ce que je dois heureusement à la lecture de Aron, de Revel, ne jamais imposer vos principes à la réalité. C'est-à-dire que vous devez défendre vos principes, vous devez être constant dans vos principes, mais la réalité finit toujours par s'imposer. Et c'est ce qui évite de tomber dans l'idéologie. Alors certains disent qu'il faut que la droite ait une idéologie. Moi, j'y crois absolument pas. L'idéologie, c'est ce qui réfléchit à votre place, disait Raymond Aron, Jean-François Revel, grand libéral de gauche, qui m'a beaucoup influencé. Donc, moi, je viens, voilà, je me suis... pourquoi on est de droite, pourquoi on est de gauche? On intellectualise tout, mais en fait, c'est plein de hasard de vie aussi. Moi, ça vient du fait que j'ai grandi dans un monde d'indépendants. Je revendique d'être un indépendant. Mes parents ne savaient pas qui était, n'avaient même pas l'idée d'aller voir quand ils avaient des problèmes un maire ou un conseiller général, comme on dit à l'époque. Ils se débrouillaient, autodidactes, footballeur professionnel pour mon père et danseuse étoile pour ma mère, donc sans capital de départ, quoi. Et donc, une fois qu'ils ont fini leur carrière très jeune, ils montent des commerces. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Dans le commerce, les échéances, la discussion avec le banquier, recruter, licencier, avoir du stock, gagner de l'argent, perdre, voir une maison partir avec des huissiers, puis après se relever. Donc ça forge un caractère et ça influence forcément votre perception des choses. J'ai toujours coutume de dire que mon mouvement Nouvelle Énergie, il faudrait que ce soit le mouvement de ceux qui veulent s'en sortir, et ensuite qui ont droit à une deuxième, une troisième chance, et c'est la grandeur d'une civilisation moderne. Donc, je me suis senti de droite parce que j'ai compris que je n'étais pas de gauche. Non, mais je vous assure, c'est important de le comprendre. Parce que, pour des raisons, parce que j'ai grandi entre deux villes, Cannes et Limoges, et je voyais cette ville de Cannes qui était marquée à droite, et où je trouvais beaucoup de liberté, de mœurs, d'être, où les gens ne vous jugeaient pas. Et j'arrivais, j'aime beaucoup Limoges, mais il y avait beaucoup plus une pesanteur à la Chabrol, quoi. Dans une ville qui était très à gauche à l'époque. Donc, c'est tous ces petits faisceaux qui font qu'à un moment donné, vous ordonnez vos pensées, puis ensuite vous croisez avec vos lectures. Moi, j'étais influencé, j'ai eu la chance de lire beaucoup par Frédéric Dard, San Antonio très jeune, Arsène Lupin, Pierre Desproges, Goscinny, Uderzo, Astérix, Orwell, Lovecraft, bref. Je pourrais vous en citer des tonnes, et donc plutôt des Blondin, enfin, tout ça m'a profondément marqué, a donné une espèce de philosophie de l'indépendance, du plaisir, de la jouissance individuelle, quoi, qui me paraissent extrêmement salutaires. Et puis surtout une conviction que tout n'est pas politique. Alors ça vous paraît bizarre parce que j'entends que des politiques dire tout est politique. Je trouve ça abominable, et je pense que c'est une des distinctions entre la gauche et la droite. En tout cas, une certaine gauche et une certaine droite. Tout n'est pas politique et il ne faut surtout pas que tout soit politique. Je pense que la sphère privée, l'intimité doivent être absolument protégées du totalitarisme, de la tyrannie, y compris de la tyrannie horizontale, celle des réseaux sociaux. Vous pouvez plus avoir de second degré, vous pouvez plus vous laisser aller, vous avez toujours une vidéo qui circule, on va même mettre l'extrait, c'est horrible, c'est étourdissant, quoi, d'asservissement. Donc voilà, de façon extrêmement rapide, qui je suis et d'où je parle. Il faut que je me remette à mes notes. Mais ma conviction, c'est que c'est une forme de droite qui donc, a toutes les sources de l'émancipation par la liberté, dont la finalité doit être la dignité humaine, un être donc digne, c'est-à-dire indépendant. Et je crois que la droite verra la liberté comme source de la dignité, et que peut-être la gauche verra l'égalité comme source de la dignité. Et que c'est plutôt un clivage assez simple, Tocqueville l'a parfaitement exprimé et théorisé, qui me paraît assez sain. Et que c'est une question d'équilibre. Parfois, le curseur peut peut-être aller trop loin vers la liberté, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Et puis parfois, il va trop loin vers l'égalitarisme. Et je crois que c'est le mal du pays. C'est pour ça que moi, je suis de droite et pour la liberté et pour une droite libérale. Des termes disqualifiés de façon profondément injuste, parce que vous êtes tout de suite néolibéral, ultralibéral. J'entends sans arrêt dire que la France est ultralibérale, le pays qui a une propension unique à bureaucratiser, à créer des normes, à engoncer l'action
et à lever des prélèvements pour en avoir le record du monde à 45,4% de sources officielles, de sources policières de l'État, du gouvernement. L'OCDE dit que c'est 48. Et avoir le record du monde de la dépense publique est bien loin du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme. Il est tout simplement bien loin d'une forme d'exercice de la chose publique qui tourne vers la liberté. Donc, ces principes, j'essaie de les mettre en œuvre dans ma commune contrastée, paradoxale, avec un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale, presque 21%, la moyenne française c'est 13,8%, Cannes c'est presque 21% de pauvres. C'est une pauvreté historique, c'est une ville d'immigration pauvre, mais avec aussi des gens très riches. Une ville très contrastée, une ville qui a une pyramide des âges avec des moins de 20 ans très très présents et des plus de 60 ans. On est en train d'élargir un peu l'intermédiaire. Et une ville dont je suis maire depuis 2014 et qui depuis 2014 n'a pas touché un de ces taux d'impôt, n'a pas augmenté un taux d'impôt, est la seule communauté d'agglomération, j'ai l'honneur de présider, qui est la seule de France qui n'a pas créé de fiscalité additionnelle sur le foncier. Ville qui, en pratiquant la sobriété fiscale, s'est désendettée de 65 millions d'euros depuis 7 ans maintenant, oui, 8 ans même, depuis 2014, 9 ans, et qui, parallèlement, a multiplié par 4 sa capacité d'investissement, son autofinancement, avec un management participatif qui nous en permet d'être au deuxième CAPEX, donc de transformer des fonctionnements en investissements, d'avoir moins de fonctionnaires, mieux payés, avec des régimes indemnitaires revus, avec des primes de résultats et avec un sens de la productivité partagé par les services, c'est jamais assez, mais des services qui bossent bien et qui nous permettent d'avoir des résultats. C'est aussi une application de mes principes et la vérification que c'est possible, dont le premier budget est désormais la culture, et une culture non pas vécue comme le partage du macramé dans des ateliers participatifs, mais comme une élévation de l'âme et une exigence verticale aussi, et ensuite une jouissance horizontale de partager l'émotion d'une œuvre. On pourra en parler longuement, mais là, pour le coup, il faudrait faire une deuxième conférence. Je crois que la droite est... Donc, vous l'avez compris, tout ça sera mon viatique pour répondre à un paradoxe qu'il faut maintenant aborder, dans le souhaitable et pour faire cet état des lieux et parler de l'avenir, c'est comment se fait-il que cette droite que je crois majoritaire dans le pays, dans la sociologie du pays, ne soit pas majoritaire dans l'expression politique. François Mitterrand a fait le même constat pour la gauche à une époque. C'était lui, il disait « Je rencontre un pays, une sociologie de gauche, disait-il, et la gauche perd. » Et il a inversé ça. Enfin, si Mitterrand était de gauche, c'est un autre débat. Donc, comment y remédier ? Je suis engagé, donc c'est ce qui m'intéresse. Donc d'abord, il faut dire que la droite est nécessaire pour une démocratie vivante. Et déjà, lever un paradoxe, un premier, ou en tout cas une objection qui, pour certains, dire « Mais enfin, qu'est-ce que vous vous dites ? La droite, elle est au pouvoir avec Emmanuel Macron. » Et ça, on peut en parler pendant longtemps. Moi, je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que j'avais prévu un long développement, je vais être beaucoup plus court, comme ça on laissera plus de temps aux questions, mais il y a bien évidemment des décisions qui vont dans le sens qui me paraissent être celles d'une offre de droite. On l'a vu sur la flat tax, très bonne décision au début du premier quinquennat, sur les ordonnances de travail, etc. Mais je ne le crois pas parce que je crois que c'est une ambiguïté et que le en même tentisme est lui-même porteur de cette incapacité à porter un corpus cohérent. Et je crois qu'une gauche et une droite, telles que je les entends, doivent avoir des corpus cohérents. Et que c'est un facteur catalyseur, comme on dirait en chimie, de la crise de la démocratie dans laquelle nous sommes, que de ne pas avoir un corpus clair et net. Le en même temps, ou le en même tentisme, est très pertinent comme subtilité pour aborder la complexité du monde, pour éviter le péremptoire et l'a priori castrateur, ou enfin vous mettez le terme que vous voulez. Donc il faut comprendre la complexité du monde, et une complexité qui n'est pas une régression. Moi, je ne confonds jamais complexité et complication. La complexité, ça peut être un progrès. Les normes sont plus complexes pour l'évacuation des bâtiments en cas d'incendie, pour l'inclusion, pour reprendre ce terme abominable, des personnes handicapées, pour protéger les gamins de jouets toxiques. Ça, c'est un progrès. En revanche, la complication qui accompagne la complexification, ça, c'est une régression. C'est la bureaucratie, c'est la surnorme, c'est les contradictions, etc. Et le en même tentisme, lorsqu'il est dans l'action, est porteur d'échec. L'action, la décision, elle est forcément manichéenne. On le voit dans une famille, on le voit dans une entreprise, on le voit dans une association, on le voit dans une collectivité. À un moment donné, vous devez trancher.
et pour trancher parfois entre des légitimités contradictoires. C'est ce qui fait la grandeur et la singularité de la politique. Donc il faut à un moment donné avoir un parti pris, comme on dit chez les architectes, enfin les créateurs. Donc, le en même temps, qui a été une martingale électorale, aujourd'hui, je crois, est une source d'impuissance et fait que ce pouvoir n'est pas, pour moi, n'est pas un pouvoir de droite. Et puis, de façon extrêmement... on ne peut pas dire... moi, je crois qu'on ne peut pas se dire de droite et dire qu'il y a des violences systémiques policières. Comme il l'avait dit devant un média anglo-saxon, en disant le contraire la veille dans le Figaro. Hein, on ne peut pas être de droite en disant qu'il n'y a pas de culture française. On ne peut pas être de droite en augmentant les prélèvements obligatoires sans cesse, en répondant à chaque problématique par une aide de l'État, c'est-à-dire par un impôt actuel ou futur, c'est-à-dire une dette. Je pense que le macronisme est une sorte de social-démocratie keynésienne, matinée de saint-simonisme technocratique, et avec une dose de progressisme plus ou moins aléatoire selon les auditoires. Et on pourra en reparler, mais en tout cas, ce n'est pas la droite. Et puis, je vais faire un petit argument, pas performatif, mais un peu dialectique, c'est-à-dire que si on considérait que ce pouvoir était la droite, la seule alternative, et c'est un piège absolu, serait les extrêmes. Et donc, je crois qu'il faut éviter de tomber dans ce piège pour proposer une alternative claire, forte, raisonnable, pour parler comme Raymond Aron, fort et raisonnable, donc avec une offre, une proposition, pour ne pas parler en marché, de droite, qui, je l'espère, trouvera une symétrie à gauche avec des gens raisonnables comme Bernard Cazeneuve, j'aime bien la démarche, etc. Enfin, qui, je trouve, une personnalité intéressante et qui ne transige pas sur ses valeurs et ses principes de gauche tout en étant ouvert d'esprit et extrêmement précis sur le plan sémantique et sans tomber dans la démagogie. Donc, Bernard, si vous nous écoutez, j'espère que vous apprécierez ce propos. Bref, une majorité présidentielle aujourd'hui qui, à force de vouloir être partout, se retrouve nulle part, dont le premier problème n'est pas d'être relative. On a eu d'autres majorités relatives. Dans le premier problème, en fait, est d'être fragmenté. Et vous constaterez que lorsqu'on arrive à des vrais sujets de politique publique, pas des niaiseries, des trucs qui, moi, me supportent, on va donner des préservatifs à tous les jeunes, machin, enfin, comme c'était le rôle d'un président de la République. Quand on en arrive à des vrais sujets, sur la retraite, etc., on retrouve un clivage gauche-droite. Le problème de cette majorité, c'est pas de ne pas arriver à s'associer, les 62 députés de mémoire, certains le savent mieux que moi ici, de droite à l'Assemblée. C'est de garder son aile gauche s'il y a une décision de droite, ou son aile droite s'il y a une décision de gauche. Ça ne marche pas en même temps. Il n'y a pas une boîte qui peut être gérée comme ça. C'est pas possible. Il faut accepter de prendre des risques dans la vie, mais encore faut-il avoir des risques à prendre et avoir des convictions. Donc vous constaterez le retour de ce clivage gauche-droite. Ce matin, en venant, je lisais de la bonne presse, donc, dont l'Opinion, Figaro, mec de droite, quoi. Et je voyais dans Figaro le clivage gauche-droite sur l'immigration dans la majorité macronienne. Ben oui, et ce sera comme ça sur tous les vrais sujets. Et moi, j'y vois un motif qui me réjouit parce que je crois que ce clivage est nécessaire. Et parce qu'il répond à des choix de valeurs, de principes et éthiques. D'un côté, l'ordre, à droite, sur des schématiques, de l'autre, le mouvement. D'un côté, la liberté, de l'autre, l'égalité. C'est pour des lignes de... Je dis ça pour poser le débat un petit peu. Ça peut paraître manichéen ou caricatural, mais je crois que cela permet de classer dans des grandes familles de pensée, de grandes familles d'idées, de grandes familles de principes. Et cela évite d'avoir simplement des écuries, quoi, de marketer, d'opportunités électorales au dernier moment, qui affaiblissent la démocratie, ou simplement d'étalage de catalogues de programmes. Moi, je suis sidéré, vous voyez des programmes qui composent de gens dont je suis proche, qui font 500 pages, 800 pages. Les programmes ultra détaillés se fracassent toujours sur les circonstances. En revanche, nos principes, eux, s'imposent aux circonstances. Et c'est comme ça qu'on recrée de la confiance et de la démocratie. Donc ces choix renvoient à des visions humaines, des visions anthropologiques différentes. Il me semble que la droite, telle que je la vois, se croit par-dessus tout dans la responsabilité individuelle de l'homme.
et que c'est ça, en tout cas c'est ma matrice, et la gauche, dans une approche beaucoup plus collective, que moi je vois beaucoup plus culpabilisante et beaucoup plus déresponsabilisante. Cette dialectique-là, je trouve qu'elle est valable dans la politique pénale, dans la politique fiscale, dans les grands choix éducatifs, dans la politique migratoire. C'est un vrai sujet, ça, de conférence. Hein. Se trouve que ce clivage est sain, il est clair, parce que la démocratie ne peut être qu'une compétition organisée, civilisée, et avec quand même un petit substrat commun d'acceptation des institutions et d'apprentissage des opinions de l'autre, bref, d'exercice de la raison critique. Un des phénomènes qu'il faut, je pense, bien évaluer, c'est qu'il y a eu longtemps un magistère de gauche sur les idées, et que ce magistère de gauche s'extrémise à gauche, en vertu du principe de sinistrisme qui avait été défini dans les années 30. Et on voit aujourd'hui une gauche qui devient de plus en plus d'extrême gauche. Hein, le racialisme, le wokisme, forme de séparatisme. Et que, par exemple, la notion de liberté, qui était partagée entre une droite libérale et une gauche social-démocrate, ou une gauche libérale d'ailleurs, moins connue mais qui existait. Camus en était une expression, par exemple, avec cette articulation magnifique entre la liberté et la justice. Aujourd'hui est devenue une notion de droite, une valeur de droite. Et c'est pourquoi, pour moi, tout projet de droite doit s'inspirer de la liberté et avoir une connotation libérale, c'est-à-dire une volonté pour moi, de défendre la singularité humaine qui est dans la liberté, dans ce choix étourdissant, cette rupture entre le passé et l'avenir, enfin, comme disait Hannah Arendt, quoi. Et c'est cette liberté qui est menacée, parce que je viens d'évoquer, le wokisme, etc., par des empires menaçants aux confins de l'Occident, et qu'il faut défendre. Le laïcité aussi, le mérite, étaient des valeurs qui étaient portées par la gauche à un moment donné, comme la nation d'ailleurs, et qui ont été quasiment totalement abandonnées. Il y a une gauche qui essaie de se ressaisir, je pense que Renaud Dely, j'espère vous l'a dit, mais je pense que lui, il appartient à cette gauche-là, mais qui aujourd'hui sont défendus par la droite. Sont portés par la droite, ces notions de laïcité et de mérite, et le mérite est fondamental, parce que le mérite, c'est la justice dans l'expérience humaine. Donc, une droite qui, me semble-t-il, est en train de gagner le combat gramsciste des idées, quoi, hein, et qui a une victoire dans l'opinion. Ce n'est pas qu'un ressenti du pays que je parcours, parce que je le ressens, moi, chez beaucoup de personnes, mais ça se ressent, ça se traduit aussi dans des études d'opinion. Et je renvoie aux études de la Fondapol, donc pour le coup, je vais lire mon papier, la Fondation politique, qui, en 5 ans, le nombre de personnes qui se disent de droite est passé de 33% à 38%. Et il augmente continuellement. Aujourd'hui, les gens qui se disent de droite sont plus nombreux que les gens qui se disent de gauche, alors que pendant 40 ans, c'était le contraire dans les études d'opinion. Certains doivent s'en souvenir. Le nombre de gens qui se disent au centre a diminué. C'est intéressant. Il y a une polarisation quand même. Et sur des sujets qui aujourd'hui font l'actualité politique, les positions classiquement assimilées à la droite sont totalement majoritaires. Et c'est là aussi les études, j'ai pris plusieurs sondages. Par exemple, 63% des Français pensent que le pays doit se fermer davantage sur le plan migratoire. 63%. Une majorité, 54%, considère que pour faire face aux difficultés économiques, il faut, je cite, que l'État fasse confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté. Ça a un peu diminué, mais ça reste majoritaire. Ça m'a redonné un peu d'espoir quand j'ai vu ça. 73% jugent que beaucoup de personnes touchent des aides sociales auxquelles elles n'ont pas contribué. Ce chiffre est très, très fort, très troublant d'ailleurs. Et etc. Moi, je l'ai vu sur, par exemple, la réforme des retraites. J'ai porté un peu seul, hein, après avoir travaillé avec l'Institut Molinari, avec Olivier Babot, l'Institut Sapiens, sur l'introduction, que je défends depuis longtemps, d'une dose obligatoire et collective de retraite par capitalisation, entre la répartition comme filet de sécurité et la capitalisation. Tous ceux qui s'opposaient à ça avaient tous de la capitalisation par ailleurs. Bon, pas grave, ils en avaient les moyens, tant mieux pour eux. Moi, je voudrais que les gens les plus modestes soient propriétaires de leur vie, par l'instruction, par l'éducation, par la sécurité, par du capital financier grâce à la retraite. Donc c'est un projet, c'est au-delà de rétablir les comptes publics, au-delà d'alimenter économiquement, de créer un fonds d'investissement français pour relever le défi économique, numérique, etc.
qui est fondamentale, il nous manque au moins 100 milliards de capitalisation, notamment dans les ETI, c'est, au-delà d'améliorer les pensions futures, de faire comme aux Pays-Bas, comme chez les pharmaciens, comme dans la fonction publique, une retraite par capitalisation. Tout le monde me disait, mais enfin, ne parle pas de ça. Je n'ai jamais eu un argument rationnel face à ça. On m'a dit, non, il ne faut pas dire ça, ça va faire ultra-libéral. Bon, je vous assure que les gens modestes, ils comprennent très bien quand vous en parlez. Vous êtes propriétaire d'une part de votre vie. Et puis là, il y a eu un sondage qui vient de sortir, où d'abord 84% des Français pensent que c'est inéluctable, mais surtout, une majorité relative dit c'est souhaitable, 43%. Donc vous voyez, quand on est fidèle à ses principes et à ses convictions, parfois on peut rencontrer une opinion. Mais si on veut chercher l'opinion avant d'être fidèle à ses principes, on ne rencontre que l'échec moral et l'échec électoral. Et la droite doit se souvenir de cela. Donc je crois qu'il y a une forte attente et qui se constate, qui contraste avec une sous-représentation de la droite, en particulier sur le plan électoral, avec des échecs retentissants depuis maintenant 2007 à toutes les élections nationales. Donc comment gagner? Comment porter un avenir à la droite dans l'intérêt de la démocratie? Ça, j'espère qu'on le partage tous, et dans l'intérêt de la France, ceux qui sont de droite le partageront. D'abord, surmonter le sinistrisme, c'est-à-dire ce mouvement des idées vers la gauche, et refonder un corpus fort autour de la prospérité par la liberté entrepreneuriale, autour de la performance publique, pour s'attaquer aux nœuds gordiens, pour citer le très grand président Pompidou, donc de la bureaucratie et de l'excès de dépenses publiques, rendre fiers les habitants de notre pays, quelle que soit leur origine, leurs convictions, etc., d'appartenir à une grande civilisation, à une grande société, à un grand pays, une grande nation. Et donc pour cela, la droite doit dire ce qu'elle est, pour se rendre audible, puis crédible, en apportant des principes, des solutions, et ne pas chercher les surenchères et les formules marketing, les phases emphatiques, qui plus on a la grandiloquence des mots, moins on a la réalité des actes. Et cet avenir passe par la mise en œuvre des voies d'une refondation de la droite qui doit être un corpus fort de principes opérationnels qui renvoient à des valeurs et qui sont ancrés dans la réalité. Elle ne doit pas chercher des réalités, des habiletés tactiques, mais précisément démontrer dans le débat, dans le discours, la force, la pertinence de son corpus dans le XXIe siècle. Et pour cela nécessite de la cohérence, alors là pour le coup idéologique, j'ose le terme, et du courage politique, parce que sans ces deux conditions, on aura ce double échec moral et électoral. Dire que la refondation, elle passe par des principes et des valeurs qu'il faut définir. Liberté, ordre, concorde. Parlons de la liberté. Dans la devise républicaine, vous remarquerez que elle n'est pas par ordre alphabétique. C'est une sorte de tiercé je ne sais pas dans l'ordre, parce que la fraternité, peut-être un chapeau général, ou une conclusion. Mais la liberté est avant l'égalité. Et je trouve qu'ils avaient raison, nos révolutionnaires. Parce que je crois qu'en fait, elle est la condition de la justice et de la véritable égalité, qui est l'équité. Et que l'égalitarisme aujourd'hui étouffe la justice, étouffe la liberté. C'est l'exemple de la carte scolaire. Ce que je dis est complètement contre-intuitif. Je pense que si demain on supprime la carte scolaire, eh bien, on aura plus de justice éducative. Alors là aussi, je peux vous en parler longuement si vous le souhaitez. Mais je ne pense pas que vous le souhaitiez, en tout cas à ce moment du propos. La liberté n'a pas à se justifier. Ce sont les limitations de la liberté qui doivent toujours se justifier. Alors parfois, il faut des limitations de liberté. Au début d'une grande épidémie dont on ne connaît pas la létalité, au début. Lorsqu'il y a une guerre, il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient des mesures dérogatoires du droit commun. Mais toujours garder à l'esprit, c'est un principe que l'on doit marteler à droite, que la liberté ne se justifie pas, que c'est la privation de liberté qui doit toujours se justifier. C'est un principe essentiel et qui doit être amené face aux grands défis de notre époque. Je ne vais pas revenir, je voulais vous faire un développement sur l'intelligence artificielle, je vous l'épargne ici, mais c'est fascinant. Il y a longtemps que j'écris avec, on est un groupe, on échange avec Luc Ferry, avec Dr Alexandre, avec David Angevin, ça fait une dizaine d'années qu'on échange sur ces problématiques étourdissantes. Et
Alors, ChatGPT a permis d'en faire enfin un objet un peu plus politique. Alors, au début, tout le monde disait, mais c'est des débiles, de toute façon, rien ne remplace l'homme. Puis après, oh, c'est horrible, il n'y aura plus d'humanité. Voilà. Bon, bah, ça défend. L'intelligence artificielle nous renvoie à notre condition humaine. Ce qui est génial, c'est comme dans la France face aux robots de Bernanos, quoi. C'est qu'après la force mécanique et une intelligence artificielle qui a des capacités bien supérieures aux nôtres, ça nous renvoie en fait à notre singularité que j'évoquais au préalable, c'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'utiles. L'utilitarisme détruit la liberté, détruit la politique. Et donc nous devons retrouver notre singularité par la créativité, par la sensibilité, par la prise de risque. Donc il va falloir la domestiquer, cette intelligence artificielle. Et pour la domestiquer, il ne s'agit pas simplement de la réguler, de dire on est les premiers au monde à la réguler. Et parallèlement, nous devons la colonie numérique de la Chine et des États-Unis, un peu de la Corée du Sud, un peu du Japon. Voilà. Nous devons, nous, France, Europe, être une grande puissance numérique. De production, on maîtrise, on régule ce que l'on produit. Et de porter une vision de l'intelligence artificielle qui soit porteuse de liberté et de progrès, de concilier l'efficacité. Mais c'est très bon en logistique urbaine, c'est très bon en sécurité. On ne peut pas se priver des outils de l'intelligence artificielle en matière de sécurité, en matière de santé. En revanche, on doit vite poser les bornes à la protection de la liberté individuelle et des libertés publiques. C'est ça, l'avenir de la droite. C'est bien sûr la lutte contre la bureaucratie. Alors, je vous épargne ici le développement, c'est 90% de mon discours partout. Simplement, vous dire que la France, parmi ses révolutions, et moi ce que je crains, c'est la violence dans les mois à venir, comment arriver à... la France va rebondir, va être une des puissances dominantes par notre créativité, notre inventivité, j'en suis convaincu. Mais le tout, il va y avoir un rebond. On va échapper à ces deux forces noires de l'âme humaine que sont la peur, que l'on retrouve beaucoup à l'extrême droite. Mais la peur peut être rationnelle. Si un type vient vous agresser, qui vous fait 3 fois, il vaut mieux avoir peur et se barrer. Mais la peur ne peut pas être, en revanche, une condition d'une politique publique. Et l'autre force noire terrible, que moi j'ai toujours exécrée, parce que c'est un truc que je n'ai jamais ressenti, c'est l'envie, la jalousie des autres, quoi. Et qu'on retrouve à l'extrême gauche, la NUPES. Et je ne voudrais pas que la droite devienne une NUPES de droite, quoi. Ça anticipe des questions sur l'alliance des droites et tout ça, qui, à mon avis, est un piège absolu. Et donc, lutter contre la bureaucratie et dire que... Parce que la bureaucratie, elle porte atteinte à l'efficacité. C'est le nœud gordien qui fait qu'on dépense plus qu'ailleurs et qu'on est moins efficace. On a de moins en moins de fonctionnaires sur le terrain. On n'a jamais autant eu de services publics en grande masse. Et des fonctionnaires très bien formés, très honnêtes et très mal payés, souvent, qui coûtent plus cher aux contribuables, qui sont moins bien considérés qu'ailleurs, et avec des usagers qui sont moins bien servis. Si on accepte ça comme une fatalité et qu'on laisse la politique au débat entre ceux qui disent « Ah, il faut rationaliser, baisser la dépense » et ceux qui disent « Non, non, il faut dépenser plus, regardez, il n'y a pas assez d'infirmières », on est mort. Quel est le sens de la performance publique? Comment on crée de la performance publique? C'est la base de tout, c'est ce qui nous permettra de retrouver l'efficacité dans tous les domaines. Mais juste ce paradoxe, c'est que parmi nos révolutions, celle de 1830 s'est faite contre l'autorisation préalable imposée à la presse. Et aujourd'hui, la révolte des élus locaux, des maires, que je sens bouillir et qu'on essaie de canaliser pour obtenir des progrès, c'est exactement comme en 1830. Même si ça ressemble un peu à la fin de Louis-Philippe, 1848, l'époque actuelle. Mais c'est-à-dire qu'on est passé d'un régime de liberté à un régime d'autorisation. Face à cette dialectique, c'est-à-dire que l'État, plus l'État prélève, plus il est présent, moins il est capable de sanctionner l'abus. Et moins il est capable de sanctionner l'abus, plus il pénalise d'usage. Moins il est présent a posteriori dans son pouvoir de police, quel que soit le champ de la vie humaine. Et ça, c'est la grandeur de l'État. Plus il est pénalisant a priori. Donc, il pénalise l'immense majorité des gens qui respectent les règles. Il faut que j'écrive un papier là-dessus, sur les règles d'urbanisme, par exemple. Les règles d'urbanisme ne pénalisent, ne contraignent que les gens honnêtes. Les voyous de l'urbanisme trouvent toujours des voies pour arriver à faire des opérations délirantes. L'impuissance publique face c'est une injustice profonde. Donc, une ambition qui passe par la lutte contre la bureaucratie. Et puis porter une ambition, j'allais dire, écologique. Je vais directement passer à la suite. Nous devons, à droite, porter une espérance de croissance économique, par plus de liberté, évidemment, qui est la seule source de la croissance, et écologique, et développer une écologie, une économie écologique de marché.
comme il y a eu l'économie sociale de marché. Je ne vais pas trop m'apesantir, j'ai donné une interview qui va sortir, je pense, bientôt là-dessus, mais déjà, montrer que l'espérance écologique, elle est à droite. Parce qu'il y aura 3 éléments qui vont permettre de relever le défi de la part anthropique dans le réchauffement climatique, de la lutte contre les particules fines, de la biodiversité. Le droit, et un vrai droit international, avec une réciprocité, qui fait qu'on ne va pas supprimer la filière des noisettes en France, où de la cerise est importée à cause d'intrants interdits. On va importer des cerises et des noisettes pleines d'intrants. Donc on détruit des filières locales, mais c'est vrai pour l'automobile, le thermique, c'est vrai pour beaucoup de domaines. Donc on ne rend aucun service à la planète. Et je vais conclure, c'est ça. Mais parallèlement, on détruit des filières locales. Et il faut déjà casser une énième légende urbaine qui voudrait que l'écologie soit par essence de gauche. Voilà, Wechter, Dumont, De Gaulle, hein, principe pollueur-payeur, loi sur l'eau de mémoire des 164, c'est la première transcription en droit dans le monde du principe pollueur-payeur, De Gaulle. Premier ministre de l'écologie, c'est le président Pompidou. Les dernières grandes avancées écologiques, c'est le Grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Voilà. Donc il faut déjà décomplexer. Ensuite, dire que le droit, l'innovation, l'investissement vont nous permettre de relever ce défi. Ce n'est pas un combat moral, l'écologie. C'est pour ça qu'il faut combattre le moralisme écologique. À part vraiment des grands pervers, je ne connais personne qui sciemment décide de détruire la planète. Donc ce n'est pas un combat moral, c'est un combat de moyens. Et que ces moyens nécessitent des capitaux colossaux, donc de la croissance. La croissance sauvera la planète. Une croissance différente, une croissance décarbonée. D'où la nécessité d'avoir du droit, des normes simples, claires, mondiales, pour éviter les distorsions de concurrence environnementale, et d'avoir de la science, il faut investir dans la science, et une puissance capitalistique. Il faut que les entreprises gagnent de l'argent en sauvant la planète. Ça sera bien plus puissant que toutes les injonctions, et ce n'est pas en faisant de la trottinette électrique et en laissant pousser l'herbe sur les trottoirs et en bouffant du quinoa qu'on va sauver la planète. Hein, faut être clair. Donc ça, c'est ce projet d'économie écologique de marché doit être porté avec espérance et volontarisme par la droite pour redonner, là aussi, pour dire à notre jeune, mais soyez pas tristes, on va relever ce défi, on va investir, on va innover. Il ne s'agit pas d'être solutionniste. Bien sûr qu'il faut de la sobriété sur certaines ressources qui manquent dans l'immédiat, évidemment. Mais c'est l'essentiel et là. Moi, j'en suis archi convaincu, peut-être provocateur, mais je n'hésite pas à le dire. Et puis, bien sûr, une espérance de sécurité, de renouveau régalien, parce que je crois à la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes, et disposer de soi-même, c'est contrôler son peuplement, contrôler ses migrations, contrôler sa sécurité. Le lien va heurter, mais je suis prêt à l'assumer. Et donc, bon, je ne reviens pas sur le nœud gordien, mais c'est une absolue évidence. Et moi, depuis 5 ans, ce que je constate, c'est que les violences sur les personnes ont augmenté de 54%. C'est une statistique du ministère de l'Intérieur. Hein. Les homicides diminuaient structurellement depuis la Renaissance, depuis la fin du Moyen-Âge. Les homicides augmentent depuis 12 ans en France. Avec 15% d'augmentation des homicides, et ça, ce n'est pas un biais statistique, hein, ce n'est pas du sentiment, depuis 5 ans. Il y a quelque chose de troublant. Donc, il faut faire attention aux effets de loupe, au fait que les vidéos et les faits divers peuvent exagérer certains phénomènes, mais il n'y a pas que des faits divers, il y a des phénomènes de société aujourd'hui sur l'insécurité. Donc, on arrive à l'exécution des choses et à la capacité, et on ne réglera la sécurité que par des moyens de l'exécution et par la responsabilité individuelle. Toute politique pénale qui parle de responsabilité collective est un leurre. La responsabilité collective, ça n'existe pas. Et la punition collective ne doit pas exister. Aujourd'hui, parfois, nous sommes, nous, punis collectivement pour les actes des autres. Je pourrais en parler si vous le souhaitez. C'est un discours de droite que j'assume pleinement. Une espérance de concorde, de nations unies, par la justice, qui est la base de la politique, par la croissance économique, par une ambition écologique, donc une société qui se ressoude, et parce qu'une société qui assume son passé, qui assume un récit national, non pas un roman, mais un récit national, et qui se projette vers l'avenir. C'est la définition de la nation de Renan. Voilà, c'est aussi le partage d'un patrimoine en commun, mais aussi d'un destin commun. Mais il ne faut pas avoir qu'une des deux parties. Et pour cela, eh bien oui, de porter une politique culturelle ambitieuse,
de faire du patrimoine culturel un élément qui transcende le renfermement identitaire, qui est un des plus graves problèmes de notre époque, et avec ce sectarisme absolu qu'on retrouve dans le wokisme, qui est une tyrannie dans l'université, dans certains médias, dans certaines entreprises, avec des gens qui se retrouvent dans le milieu artistique, dans la culture, des cahiers des charges, où on ne cherche plus la poésie d'une œuvre, on ne cherche plus l'intégrité artistique d'une œuvre, mais on vous dit, pour être subventionné, vous devez avoir tel quota de trucs, de machins, etc. C'est absolument abominable. C'est une remise en cause de l'universalité de l'être humain. Et donc, de porter une ambition culturelle, d'instruction publique commune, et pour cela, donc, de ne pas avoir peur de porter un combat culturel à tous les sens du terme, et d'affronter cette idéologie mortifère qui est le racialisme et qui enferme dans l'identité. Il faut bien rappeler des chantiers prioritaires, le numérique, l'environnemental, l'économique, le sécuritaire, le culturel, l'instruction, voilà les grands thèmes que l'on doit développer pour avoir une concorde nationale, et rappeler que c'est cette culture qui va nous porter vers le haut, puisqu'il y a bien une culture française, mais ce n'est pas une culture qui nécessite d'être français de souche. C'est une culture française. Romain Gary, voilà, c'est la fameuse phrase, je n'ai pas une goutte de sang français dans mes veines, mais c'est la France qui coule en moi. C'est Sioran, voilà, c'est culture française, il suffit de se l'approprier, de l'aimer, de la défendre et de la projeter. C'est ce qui est grand dans l'universalisme républicain, et qui renvoie donc à cette notion de dignité, comme le rappelle la sociologue Nathalie Henich, que j'ai rencontrée très récemment, dignité qui est au cœur du processus crucial et complexe par lequel est distribuée dans une société donnée la valeur des personnes. Vous savez, cette notion de reconnaissance, qui est très profonde, ce besoin de reconnaissance. Et la droite doit porter un discours sur ce besoin de reconnaissance par le mérite, par le travail, par la récompense, par la liberté, etc. Et Nathalie Henich observe à quel point ce mot, jadis signe éclatant de hiérarchie sociale, s'est progressivement et radicalement démocratisé depuis les Lumières. Cette valeur de la dignité, qui avait été admirablement définie par Paul Ricoeur, comme le fait que quelque chose, je vais le citer, est dû à l'être humain du fait qu'il est humain, est déjà centrale dans la philosophie stoïcienne, comme dans le message évangélique, notamment Saint Matthieu. Elle est inscrite au cœur de l'article 1er de la Déclaration universelle de 1948, qui sanctionne l'accomplissement de cette évolution sémantique et de principe. Je cite la Déclaration, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Je crois que voilà qui devrait faire réfléchir d'ailleurs les partisans de la discrimination positive et les autres communautaristes, voire nos juridictions suprêmes. Cette notion, elle est également au cœur des théories du contrat social, qui sont une matrice philosophique des droits de l'homme. La première des libertés, dignité, est en effet pour Locke la libre disposition de son corps et de son prolongement par le travail, la propriété qui constitue la justification anthropologique de ce droit inviolable et sacré. L'avenir de la droite, c'est de défendre la propriété comme condition non seulement de la prospérité, mais comme condition de la liberté et de la justice. C'est pourquoi les entreprises de collectivisation, d'ailleurs, ont toutes débouché sur la contrainte par corps, et souvent par le massacre des corps. C'est sur plusieurs plans, tous étroitement connectés, que doit se dérouler ce grand combat pour la dignité. Dignité démocratique, être représenté et considéré par des représentants qui nous représentent et dont on se sent proche. Dignité sociale, vivre de son travail, non de la manne paternaliste de l'État. Ce paternalisme de l'État m'indispose énormément. Dignité culturelle, par le respect du patrimoine matériel et immatériel du pays et par la capacité de chaque individu de s'émanciper avec une instruction de qualité partout et pour tous. Dignité personnelle, c'est-à-dire de vivre en liberté et en sécurité et de décider de sa destinée. Dignité nationale, c'est-à-dire redevenir une nation respectée dans le monde, c'est-à-dire une nation qui fait des efforts, une nation qui se désendette, une nation qui redevient exportatrice nette, une nation qui se ressaisit et qui comprend qu'on ne peut pas faire la leçon au monde quand on dépend du monde dans les comptes publics et dans le commerce extérieur. En somme, une France de la dignité retrouvée à la place de la France du déclassement et du désespoir qu'on nous propose trop souvent et que nous avons traduit dans mon parti Nouvelle Énergie par un credo.
Alors pourquoi un credo? Moi, je l'inscris dans une droite classique. René Raymond définissait les trois droites, hein, vous connaissez, orléaniste, légitimiste et bonapartiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien assumer un héritage très actuel dans le XXIe siècle de gaullisme, bonapartisme, gaullisme, libéralisme et démocratie chrétienne. Et avec, vous savez, il y a trois valeurs théologales qui sont universelles, hein. La charité, l'amour, l'espérance et la foi. Et je crois qu'il faut retrouver, moi, ces trois valeurs dans l'action publique. Non pas de façon religieuse, puisqu'il faut bien séparer le religieux du politique. Mais la foi, c'est tout simplement la foi dans la France, quoi. Voilà, moi je crois pas en la France. Si on n'a pas cette croyance-là, c'est pas la peine de s'inscrire dans le champ de la démocratie nationale. L'acte d'espérance, c'est l'espérance de la liberté, de la responsabilité. Et l'acte de dignité, c'est ce qui fait la charité. C'est-à-dire que l'amour qu'on porte aux autres, c'est toujours la condition de la dignité. Un être libre et qui doit être aidé lorsqu'il est en difficulté par la subsidiarité. Notion essentielle de la démocratie chrétienne, hein, du thomisme et de la République de Genève d'ailleurs, qui concilie la liberté, la responsabilité et la dignité, c'est la subsidiarité. Donc pour tout cela, eh bien, j'invite chacun à rejoindre Nouvelle Énergie, dont le credo est le suivant. Les adhésions ne sont pas chères et ça peut m'aider. Nous sommes passionnément, à Nouvelle Énergie, attachés à la liberté. Et ça, vous le trouvez dans notre site, c'est le premier truc que vous trouvez, c'est notre credo. Je pense que tout parti politique devrait faire un credo. Voilà. Je crois, là, nous sommes passionnément attachés à la liberté, valeur émancipatrice des individus et force créatrice, source de prospérité. Nous sommes farouchement déterminés à recréer une société de la responsabilité qui est le corollaire de la liberté, source d'efficacité comme de confiance. Nous sommes résolument prêts à restaurer l'autorité de l'État pour assurer la justice et la sécurité partout et pour tous sur le territoire national. Nous sommes méthodiquement artisans de la performance publique et en lutte contre la bureaucratie, notamment de l'État, qui doit être recentrée sur ses missions essentielles. Nous sommes définitivement favorables aux libres initiatives privées et locales, source de progrès, de création, de croissance et d'emploi. Nous sommes radicalement opposés au racialisme, à l'indigénisme, au wokisme, fruit d'un déconstructionnisme qui conduit au nihilisme et à la tyrannie. Nous sommes catégoriquement promoteurs de la souveraineté, de l'indépendance de la France par une ambition industrielle, scientifique et numérique au sein d'une Europe à réformer pour l'utiliser comme un levier de puissance dans le monde. Nous sommes volontairement tournés vers l'avenir, confiants dans les entreprises, l'innovation, la créativité française et notre capacité à répondre à l'enjeu écologique comme à tous nos défis mondiaux et nationaux. Nous sommes viscéralement soucieux de l'unité nationale par la reconnaissance du mérite et du travail, la maîtrise de l'immigration et l'assimilation, le respect de notre histoire, la préservation de nos paysages et la valorisation de notre géographie, l'instruction, le renouveau éducatif pour l'émancipation individuelle et la concorde nationale. Plus que tout, nous croyons en la France, en sa culture, sa continuité et son universalisme républicain que nous désirons assurer en assumant un projet moderne, enraciné, ouvert et tourné vers une nouvelle espérance. Je vous remercie. Bien, un grand merci à David Lisnard, qui a presque respecté le timing. Ça aurait pu être pire. Nous entrons dans la deuxième partie de cette matinée, bien sûr consacrée intégralement aux échanges. Je rappelle simplement la règle. Ces propos sont enregistrés, diffusés sur Internet, vont être transcrits sur papier. Et donc, il importe que chacun d'entre vous commence sa prise de parole par se présenter. Son nom, éventuellement sa fonction. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Il y a des micros dans la salle. Josette Guignot, je suis la directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, entre autres. Vous avez évoqué, monsieur, beaucoup de sujets. Il y en a un qui est en crise et que vous n'avez pas évoqué et qui m'intéresse, c'est le système de santé français. Où en est-on? Où va-t-on? Qu'est-ce que vous proposez? Merci. Merci. On prend d'autres questions ou au fur et à mesure? Je savais que j'avais été trop court.
Merci de le souligner, et ça me touche. Je travaille beaucoup avec Frédéric Bizard sur ces questions de santé, l'Institut Santé. Pardonnez-moi de vous heurter dès la première phrase de ma réponse. Mais je lis avec appétit et appétence aussi, bien sûr, ce que peut produire l'Institut Sapiens. Le système de santé, bon, pas la science infuse, mais j'ai découvert son absurdité comme patient. Je l'ai découvert ses difficultés comme mère, et j'ai découvert une forme d'incongruité comme père. Et je termine par ce point-là parce que un des enfants dans mon giron direct voulait faire médecine. Bon, il a fait autre chose finalement. Et là, j'ai découvert tout ce système des écuries et de cette hypocrisie qui fait que le numerus apertus a remplacé le numerus clausus, mais finalement, on n'a pas remis en cause les Carcassonne et on n'a pas oxygéné la formation médicale, c'est-à-dire en l'ouvrant dans le tutorat, dans l'accompagnement à toute l'hospitalisation privée et à la médecine libérale. On est resté sur un système hyper hospitalo-centré public, bon, et qui fait que le numerus apertus ressemble à un numerus clausus. Et donc la première décision à prendre, c'est tout de suite, et ça peut aller plus vite qu'on ne le dit pour avoir des praticiens, c'est tout de suite ouvrir vraiment la formation, éviter que nos gamins partent en Roumanie, en Allemagne, en Espagne, je ne sais où, ils ne reviennent pas tous, et avoir effectivement une capacité de sortir. Je suis très frappé, moi, par le côté très corporatiste que je découvre dans un univers qui n'est pas le mien, qui est l'univers médical. Donc c'est une première forme de réponse. Deuxièmement, je pense que ce qui a été décidé récemment sur la capacité pour les pharmaciens de façon immédiate de prescrire sur 2 pathologies qui sont la grippe et je crois... je ne sais plus, certains doivent le savoir, est une bonne décision. Alors, l'ordre des médecins est défavorable, mais un pharmacien a fait Bac+7. Il y a un bon réseau de pharmacies en France. Bon, les mêmes qui s'y opposaient sont ceux qui s'opposaient à la vaccination par les pharmaciens. Ça n'a pas créé de troubles. Donc, en fait, c'est là aussi de décloisonner, de débureaucratiser. Ensuite, on doit avoir une politique... me semble-t-il, de puissance, là aussi. On doit raisonner en puissance de santé, notamment dans la capacité... on a un faux marché sur la santé, donc on ne peut aller que... on collectivise la dépense, mais donc il faut arriver absolument à maîtriser par un ministère de la Santé qui devrait être vraiment une agence de fourniture, quoi, et veiller par subsidiarité à ce que tous les biens médicaux soient disponibles, effectivement, et puis mener enfin une vraie politique de santé, et pas simplement une politique de soins. En particulier par la prévention, par le sport, par l'alimentation. Les pays qui sont les plus performants sur la politique de prévention et de santé, et non pas simplement une politique de soins, consacrent moins que nous en pourcentage de PIB, puisqu'on ne doit pas être loin de 11% du PIB de mémoire, 11,2%, et ont finalement moins de trous dans la raquette en termes de soins. Et puis je termine par ce paradoxe, qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'un hôpital qui n'a jamais coûté aussi cher, mais qui n'a jamais aussi peu eu de soignants au contact des patients. Moi, je préside un conseil d'administration, lapsus révélateur, un conseil de surveillance, et là, ce n'est pas d'administration d'hôpital, qui est un hôpital, je crois, bien tenu, mais comme dans tous les autres hôpitaux, on a plus de 30% de postes administratifs, là où la moyenne européenne est à 23%, où l'Allemagne est à 24%, la Suède est à 24%. Donc, vous avez un hôpital qui coûte plus cher et qui soigne moins. Mais c'est vrai pour la police, c'est vrai pour tout. Donc on en revient à ce nœud gordien de la performance publique. Et qui fait que nous avons, au moment où je vous parle, 21% des urgences en France qui n'assurent pas une continuité de service. Ce qui était impensable il y a 10 ans. Là où le service public, par définition, c'est la continuité et la continuité et l'universalité. Donc système de santé qui ne pourra... connaître un renouveau que d'abord un peu plus de pragmatisme local, de s'appuyer sur les infirmiers de pratique avancée, plus qu'aujourd'hui, très important, de s'appuyer plus sur les pharmaciens et de redonner leur pouvoir central aux médecins de ville, aux médecins libéraux, donc, et pour cela, d'affronter la catastrophe démographique
que nous allons, qui est devant nous sur le départ à la retraite, et donc pratiquer un véritable numerus apertus pour ouvrir la formation médicale et le tutorat et l'accompagnement à tous les médecins et à tous les professionnels, à tous les praticiens, pas simplement aux hospitaliers publics. Merci, Monsieur le Président des maires de France, de votre exposé. Jean-Claude Allard, directeur de recherche à l'IRIS, ancien général. Vous avez dit qu'il faut rendre la fierté d'être français aux Français, bien sûr. Comment analysez-vous les tendances dans les institutions européennes ou internationales comme l'ONU, certes favorisées par des lobbies, pour critiquer ce que je peux appeler le modèle républicain français? Et comment peut-on d'abord se renforcer en France pour défendre ce modèle auprès de toutes ces institutions? Très bonne question, mon général. Là aussi, il y a un champ vaste. Hein. D'abord, vous l'avez dit à la fin, c'est-à-dire que notre capacité à maîtriser notre destin, nos valeurs et nos principes dépendra de notre puissance. C'était un peu le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut retrouver une puissance économique, une puissance industrielle, enfin bon, etc. Et donc, à nouveau compter. L'Allemagne, aujourd'hui, a une grave difficulté à cause de ses erreurs énergétiques. Mais tant qu'on a une telle dette publique et un tel déficit commercial, on aura du mal à peser. Donc il faut absolument préserver déjà nos avantages, j'allais dire nos avantages compétitifs, nos avantages relatifs, comme disait David Ricardo, que sont, sur le plan diplomatique, notre place, notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il ne faut surtout pas partager, et notre dissuasion nucléaire, qu'il faut préserver et régénérer. Il y a eu des décisions récemment qui ont été, je crois, positives dans la loi d'orientation militaire. Il faudra qu'elle se traduise en actes budgétaires dans la durée et qu'on revoie aussi le spatial, enfin 2 ou 3 éléments. Deuxième élément, bah oui, il faut s'occuper des instances internationales, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la suppression du corps diplomatique soit la meilleure décision qui a été prise. Je pense qu'on a besoin de professionnels de la diplomatie. Et j'espère ne heurter personne en disant que c'est quand même étonnant que les 2 corps qui ont été supprimés étaient peut-être les 2 plus opérationnels, c'est-à-dire la diplomatie et le corps préfectoral. Moi, j'y vois une expression de ce que d'aucuns pourraient appeler l'état profond, c'est-à-dire de l'inspection des finances. Je salue tous les inspecteurs des finances ici, à qui j'exprime mon admiration. Il ne faut jamais prendre de risques avec les inspecteurs des finances. Mais enfin, il y a des petites... Alors moi, ce n'est pas mon univers, mais j'ai constaté qu'il y avait ces petites compétitions au sein de l'État. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que, pour en parler avec un certain nombre d'amis qui connaissent mieux les institutions européennes que moi, qui soit été parlementaires européens, j'en parle avec François-Xavier Bellamy, qui est un remarquable élu, ou avec Arnaud Danjean, qui est quelqu'un de formidable, ou avec François David, qui est l'ancien patron de la COFA, etc. Tous me disent, mais la France, depuis des années, délaisse les institutions européennes, ne place pas des personnes compétentes. Ben, les autres, ils le font. Et donc, ils mènent un combat culturel aussi. C'est aussi simple que cela. Ensuite, je crois tout n'est pas perdu, heureusement. Je pense qu'il me semble que le modèle français, cette notion de laïcité qui est totalement incomprise dans le monde anglo-saxon, en fait est extrêmement porteuse d'avenir. Et que, heureusement, les wokistes, dans leur délire, nous aident quand même à avoir raison. Et vous voyez, ce qui me rend un peu plus optimiste, je vais quitter le champ des institutions, mais dans le champ économique, c'est de voir l'effondrement de la perception, de l'affectio societatis, j'allais dire, de ceux qui aimaient Walt Disney. Et la baisse de Netflix, pour des raisons clairement identifiées. Walt Disney est tombé dans la tyrannie wokiste. La dernière version de Blanche-Neige, vous avez vu ça? Donc le type de Walt Disney, enfin le type, je n'aurais pas le... Enfin, Yel, je ne sais pas, enfin bon, vous répond très, sans vergogne hein, qu'il a consulté la guilde, donc il faut le traduire en français, mais la guilde des nains, et qu'il a décidé donc, après cette réunion, donc il y a une guilde des nains, il y a une association des nains, qu'il n'y aurait, donc dans la prochaine version de Blanche-Neige, qui va sortir dans quelques semaines, les nains seraient remplacés par des créatures magiques.
et que Blanche-Neige ne serait plus réveillée par un prince charmant, parce que c'est une domination patriarcale, hétéro, machin, absolument insoutenable, mais je ne sais plus que par quel moyen. Et tout ça, heureusement, dans la planète, ça agace. J'ai rien contre les créatures magiques, etc. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne veux surtout pas stigmatiser les créatures magiques. Mais, et faire d'amalgame, pas d'amalgame. Mais si vous voulez, c'est que le marché, la grande force du wokisme, parce que ça, c'est directement lié à vous, hein, par rapport au communisme d'antan, parce qu'on dit oui, on a eu d'autres dans le passé, il y a eu le maoïsme, le communisme, donc ça va passer comme tout. Oui ou non, parce qu'à l'époque, c'est vrai que les communistes avaient un État, l'Union soviétique, ou notre acception qui était le maoïsme, la Chine, mais le wokisme, ils ont autre chose. Ils ont des entreprises capitalistes qui sont totalement dans le wokisme, qui ne le savent pas forcément pour certaines d'entre elles, donc il faut le montrer. Et il y a une force marketing du racialisme et du wokisme. Donc il faut vraiment contrer ça. Et là, ce qui est en train de se passer est très important, c'est-à-dire le fait que Walt Disney, qui je crois était l'entreprise préférée de la population mondiale, est devenu désormais dans les 5 les plus détestés de la population mondiale. Ça agace Walt Disney. Et que Netflix, dont on prédisait... aujourd'hui, Netflix peut être acheté par Apple en 10 secondes. Apple n'a même pas besoin, uniquement par la trésorerie d'Apple représente, je crois, 10 fois le chiffre d'affaires de Netflix. Et Netflix est en train de baisser en nombre d'abonnés. Donc, comme toujours, on n'arrivera pas à convaincre les fous furieux, c'est-à-dire les plus extrémistes, etc. En revanche, il faut absolument démontrer que la lutte contre les discriminations est vraiment importante, que le racisme est une abjection, mais que ce qui protège de la discrimination et du racisme, ce sont les valeurs de l'universalisme. C'est de considérer qu'un individu n'est pas que femme ou homme, ou trans, ou vieux, ou jeune, ou blanc, ou noir. Que c'est un élément d'identité parmi d'autres. Et que finalement, la société occidentale, elle a été esclavagiste comme les autres, comme toutes les sociétés qui ont été dominantes à un moment donné, que c'est vrai en Asie, c'est vrai en Afrique, mais elle a été aussi la première société qui a prohibé, au nom de considérations morales, l'esclavagisme. Que les réglementations et les législations les plus protectrices des minorités, de mœurs ou ethniques, sont dans nos sociétés. Et que nos valeurs républicaines françaises sont la principale garantie et protection de ceux qui pourraient être de façon insoutenable, disqualifiés ou violentés pour leur origine, leur croyance ou leurs mœurs. François Belay, publicitaire et auteur de la note « L'homme politique face au diktat de la com ». Vous avez raison de faire votre auto-promo. Ma question est la suivante. Vous avez déclaré le 21 juin dernier sur BFM Télé vouloir, je cite, « sortir des séquences de communication ». En tant que communicant, je trouve cette idée à rebours particulièrement intéressante. Est-ce que vous pourriez expliciter cette stratégie de communication à contre-courant à l'heure où justement l'homme politique n'a de cesse que de vouloir créer des séquences de communication? Je vous en remercie. Très bonne question, votre honneur. Dans la réponse et dans le libellé que vous en avez fait. La communication est consubstantielle de la politique. La communication, elle ne vient pas après. Je l'ai appris de mon expérience et parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités fortes dans ma vie. Jacques Pélissard d'abord, puis Bernard Brochant, auteur de Publicitor. Et donc la communication, et les Romains l'avaient très bien compris d'ailleurs, elle est consubstantielle de la vie publique. Donc il ne s'agit pas du tout de mépriser la communication. Et comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Le problème, c'est quand la communication devient la finalité et non plus une modalité. Quand elle est plus consubstantielle à la vie publique, mais quand elle est la définition de la vie publique. Et donc, le matin, vous avez des ministres, mais je suis sûr que certains ici, beaucoup le savent, ou un président de la République, des présidents de la République, pour ne pas personnaliser sur l'actuel, même s'il en est une vision, je pense, assez exacerbée, mais il y en a eu d'autres, se lèvent non pas pour régler un problème, pour évaluer la décision qu'on a prise il y a 6 mois, et ensuite pour informer, expliquer, communiquer, mais se lèvent pour dire, d'abord, premier réflexe, qu'est-ce qu'il y a eu sur les réseaux, qu'est-ce qu'il y a dans la presse qui me tombe dessus? Aujourd'hui, il n'y a rien. Deuxième truc,
bon, qu'est-ce qu'on va faire comme séquence? Donc j'ai utilisé ce terme à dessein. Et ce terme revient tout le temps. C'est la séquence du spectateur, quoi. Donc c'est une fiction, c'est du théâtre, d'un théâtre d'ombre. C'est par exemple, bon, regardez l'IFOP ou je sais pas quoi, l'institut truc dit qu'il y a un besoin d'autorité. Ah très bien. Donc je vais aller sur le sous-marin machin, au milieu de militaires, ça va faire une belle séquence avec une photo, et puis je vais dire l'ordre, 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 hein, comme tel sur un cabri, et puis on passe à autre chose. Et ça c'est insupportable parce que ça amplifie la crise civique. Donc bien sûr qu'il faut communiquer, évidemment. Et le politique qui n'est pas au pouvoir, sa seule arme, c'est le mot, c'est la parole, c'est l'image, bon, évidemment. Mais il faut bien, je pense, et c'est une espèce d'hygiène démocratique qu'il faut développer, c'est que la finalité renvoie à l'action et au but qu'on s'est donné. J'en ai donné quelques-uns. Et en fait, c'est très facile et c'est très agréable. Au plan national, c'est plus compliqué parce qu'il y a toujours une intermédiation. Au plan local, on y arrive bien. On arrive à tenir, à dire voilà, je vous ai annoncé que j'allais réaliser tel équipement, mais écoutez, ça va plus vite que prévu, c'est moins cher que prévu, ça arrive rarement, ça, mais bon, ça peut arriver, etc. Ou alors, c'est plus lent pour telle raison, et puis au bout d'un an, écoutez, on avait annoncé 1000 pratiquants dans le judo, et puis en fait, on en a 800, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est de rendre des comptes. La politique, c'est rendre des comptes, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'on est mandaté, qu'on est un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants. C'est un mandat. Et que dès que vous vrillez, parce qu'il y a toujours une tentation de césarisation, et que vous vous croyez petit père des peuples, et que vous faites du paternalisme, vous en arrivez ensuite à prendre les gens pour des enfants et donc à faire que de la com. Et la noblesse de la communication, c'est précisément quand elle est conçue dès le processus de conception de l'action. Elle n'arrive pas après. Hein. Moi, je sais qu'il y a très peu, il n'y a pas une action, même locale, où on ne doit pas se préoccuper tout de suite du communiqué de presse que l'on va faire et de l'image. Parce que ça permet de résumer, de concentrer, de condenser l'action. Donc et qu'une bonne communication fait l'efficacité d'une politique publique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors vous avez des faits divers, un drame, un acte, et vous allez avoir un énième discours martial, on va vous dire jamais les valeurs de la République l'emporteront et jamais nous ne céderons face à l'abjection, à la barbarie. Puis ça glisse. Puis le lendemain, ça sera la semaine du plan haut. Voilà. Et puis on va vous dire, nous allons, volonté, nous voulons, je veux réaliser 1000 projets d'utilisation des eaux usées. Or, ce n'est pas l'exécutif. Si le président avait été honnête, il aurait dit, eh bien, je vais arrêter de bloquer 1200 projets locaux qui sont aujourd'hui bloqués par les ARS qui contredisent les DREAL qui elles-mêmes ne sont pas d'accord avec les DTM. Voilà. Parce que c'est ça la réalité. Donc, il me semble que cette volonté de toujours... Allez, et puis alors, c'est dimanche, on va faire la une du JDD sur tel thème, on va se déguiser en aviateur, puis on va se déguiser en vaccinateur, parce qu'on a vécu ça. Et c'était le village Potemkin. Donc on avait le titre du JDD, ancienne version. Le vaccinateur en chef, vous vous souvenez, où on avait le président en blouse blanche. Je crois qu'il était médecin. Il n'était pas médecin. Et c'était au moment où il n'y avait pas de dose de vaccin. C'était en janvier 2021. Et donc, les gens, ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas se faire vacciner. Tout nous appelait, on a vu le président, on va se faire vacciner. Ben oui, mais les doses, là, elles doivent répondre au schéma d'organisation nationale de la vaccination qui dispose qu'il n'y a que des établissements référents qui peuvent accepter les doses de vaccin. Nous avons un hypercongélateur, nous, à Cannes, mais nous ne sommes pas établissement référent parce qu'un établissement référent ne peut être qu'universitaire. Voilà. Donc voilà. Donc oui, la communication peut tuer la représentation et l'exécution si elle n'est pas inhérente à la conception de la politique publique. Je me permets à mon tour de poser une question dans votre... Jusque-là, tout allait bien. Dans votre exposé très, très riche et très stimulant, vous avez noté à juste titre que la droite était sociologiquement majoritaire, actuellement et de plus en plus, mais n'arrivait pas politiquement à devenir majoritaire. Vous avez bien sûr raison, et je propose une explication à ce paradoxe. L'explication, me semble-t-il, c'est simplement le Rassemblement national. Autrement dit, la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que le principal problème
de la droite française d'aujourd'hui n'est pas, non pas la gauche, mais l'extrême droite ou le Rassemblement national. Un peu comme dans les années 50 et 60, le principal problème de la gauche, c'était le Parti communiste. Or, la gauche s'est sortie de ce problème par l'union de la gauche et le déclin consécutif du Parti communiste. D'où ma question. Pour résoudre ce problème, qu'est l'existence du Rassemblement national et de sa force exorbitante, qu'est-ce que vous proposez? Une union des droites, sur le modèle de l'union de la gauche du temps de François Mitterrand, ou bien au contraire, le maintien du cordon sanitaire. Bref, comment la droite doit-elle gérer son problème qui est actuellement le Rassemblement national? Question fondamentale dans les circonstances actuelles. Je vais essayer d'y répondre par des principes et par des considérations tactiques. Et par des comparaisons, pour reprendre les comparaisons que vous avez faites sur la gauche, etc. Et en commençant par dire d'ailleurs que c'est un peu le même problème de la gauche aujourd'hui, de façon encore plus sidérale, parce que la gauche est totalement inexistante. On voit bien qu'on a du mal à faire entendre la voix de Bernard Cazeneuve, que j'évoquais tout à l'heure, etc. Déjà, moi, par rapport au Rassemblement national, alors vous avez complètement raison, aujourd'hui, c'est le premier parti de France. Il est en tête dans les intentions de vote à la présidentielle, aux législatives. Et si une motion de censure était adoptée, et qu'il y avait une des solutions, mais je ne vois pas comment il pourrait en être autrement à terme, il y a des probabilités pour que ce soit le vainqueur, aujourd'hui. Je refuse pour ma part toute, et ça sera un débat peut-être d'ailleurs entre nous, mais toute condamnation morale. Je pense que la condamnation morale, d'abord, n'est pas justifiée dans beaucoup de cas, du Front National, et qu'en plus, elle n'est pas opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait que l'alimenter. Parce que dans la sociologie électorale du Rassemblement national, ce qui fondait la condamnation morale du Front National est devenu marginal dans les intentions de vote du Front National, du Rassemblement national. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir des dérives au pouvoir, mais je ne crois pas beaucoup, y compris par la personnalité de Marine Le Pen, qui est plutôt une épicurienne 68arde, quoi. Non, mais c'est pas du tout péjoratif, hein. Non, mais par sa génération, la même génération. Enfin, bon, je me sens pas particulièrement épicurien 68arde, mais non, mais je veux dire, je pense pas que, voilà. Oui, voilà, oui, c'est logique d'ailleurs. Enfin, c'est la vie, quoi. Donc. Déjà, dire que l'argument d'une alliance, et je vais vous répondre par la tactique tout de suite, moi, si je fais une alliance, c'est que je suis fort dans l'alliance. C'est-à-dire que François Mitterrand, par le programme commun, a fait ce programme commun au moment où lui était fort. Le Parti communiste était considéré comme fort, mais il était extrêmement faible dans les intentions de vote. François Mitterrand avait parfaitement compris les mécanismes de la Ve République et de l'incarnation présidentielle. Donc, il avait écrit le coup d'État permanent, et il en avait compris la matrice. Et donc, François Mitterrand, après les échecs réitérés de la gauche, de Mendès, etc., arrive à faire un programme commun, mais dont il est le seul leader, en réalité. Il sait pertinemment que Georges Marchais sera derrière lui. Donc, il fait une OPA. Il fait une OPA extraordinaire, mais c'est une OPA. Aujourd'hui, dans la droite classique, personne n'est capable de faire l'OPA sur le Rassemblement national. Personne. Et c'est plutôt le contraire, le Rassemblement national qui essaie de faire une acquisition de la droite classique. Donc, vous ne faites ce type d'alliance que si vous êtes en mesure de l'emporter. Donc ça, c'est une considération totalement amorale et totalement tactique. Ensuite, sur le plan politique, donc il y a un peu de morale, la considération, etc. Je ne crois pas que ce qui compte, gagner est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Mais ça devient une fin en soi si on veut diriger le pays. Hein. Et je crois, de façon peut-être naïve, que l'on arrivera à gagner, à convaincre des électeurs qui sont à gauche, des électeurs qui sont au centre, des électeurs qui sont au Rassemblement national, des électeurs qui sont chez Éric Zemmour, que si on retrouve une crédibilité sur un corpus. Je crois que ce qui a fait partir beaucoup d'électeurs vers
Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ce n'est pas tellement les positions de la droite. C'est tout simplement cette incapacité à les incarner de façon crédible. Donc il faut travailler le corpus, les principes. Il faut que les gens, les citoyens se disent, tiens, si elle ou lui est au pouvoir, bien sûr qu'il sera face aux circonstances, évidemment qu'il devra s'adapter, mais on sait qui on a. On sait qu'il sera en phase avec nos principes, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ces valeurs et ces principes. Et moi, je crois à la force de la conviction. Je pense que dans l'agrégation, la cristallisation d'élections nationales, on peut être beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que des mouvements qui sont très ambigus. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est pas leur faire insulte, parce qu'il y a des gens aussi très bien là-dedans, mais est très ambigu. C'est quoi la position du Front National, du Rassemblement national, pardon, sur l'Europe? Je mets au défi quiconque de me la donner. M. Bardella a beaucoup de talent, je trouve brillant, je trouve que ce garçon a vraiment un talent fou. Il ne fait jamais de faute, mais pour dire quoi? C'est que si c'est pour avoir à nouveau une espèce de démarche politicienne, de conquête du pouvoir, ça ne m'intéresse pas, moi. Autrement, je serai avec Emmanuel Macron, si vous voulez être au pouvoir. Ouais. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse tromper le peuple en lui disant que vous aurez la retraite à 60 ans. Parce que, de toute façon, si on arrive à taxer un peu plus les riches et à couper le robinet de l'immigration, bien la France aura une corne d'abondance publique. Je trouve que le Rassemblement national est social-étatiste, ou social-nationaliste parfois. Donc, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Je pense que l'offre politique que doit proposer une droite classique, et ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature, avec une vie politique qui s'est organisée aujourd'hui sur des éléments de dialectique qui me paraissent très dangereux, c'est-à-dire national-mondialiste, nationalisme contre mondialisme, progressisme contre tout ça. C'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, le problème du pays, c'est une question d'équilibre. C'est le social-étatisme. Et que, à part ce que certains, pas tous, dans la droite classique proposent, dont moi, personne ne dit qu'il faut une franche rupture avec le social-étatisme. Je crois qu'il faut en finir avec le social-étatisme. Et que le Rassemblement national est un avatar et une dernière déclinaison d'un système d'assistanat. C'est très provocateur ce que je dis, je vais me prendre, puisque c'est diffusé, des retours. Mais je le crois profondément, et c'est ce qui flatte l'opinion. C'est tout. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple qui peut avoir une maturité, en tout cas chez une majorité de citoyens, et il faut s'adresser à ceux, notamment chez les personnes, les classes populaires, leur dire, voilà, ce que veulent les personnes les plus pauvres, les personnes qui bossent et qui votent aujourd'hui majoritairement pour le Front National, c'est être en sécurité. Donc il faut régler le problème régalien. Et je pense que nous avons tout pour le régler, à droite. Ce qu'ils veulent, c'est maîtriser l'évolution civilisationnelle, ceux qui sont allés chez Zemmour. Donc il y a un vrai problème d'immigration, il faut couper le robinet de l'immigration, mais sans dire immigration zéro qui n'a aucun sens, mais pratiquer, maîtriser le peuplement. Ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance de l'effort et du mérite. Donc c'est pas le Rassemblement national qui va régler ce problème fondamental de la France, de la différence entre ce que je paye quand je suis patron et ce que je touche quand je suis salarié, en net. Hein, c'est entre 2 et 2,5 fois selon les dispositions d'exonération, qui est un problème majeur de la France. Voilà. C'est-à-dire que les deux, donc c'est de s'attaquer au système social, qui est un système qui enferme dans la pauvreté. Je peux vous citer une multitude d'exemples en milliards d'euros d'absurdité du système social. C'est pour ça qu'il faut une allocation sociale unique avec des critères, un seul guichet qui les gère, parce que là, en ce moment, c'est n'importe quoi. 31% du PIB, même 32% du PIB, complètement fou. Bon. Ce qu'ils veulent, par-dessus tout, c'est de la dignité. Pour ça, je parle de dignité. Et la dignité, elle passe par la dignité des enfants. On accepte tout dans la vie, les galères, tout, sauf l'injustice faite à nos enfants. Et qu'aujourd'hui, on ne soit pas en mesure de proposer une espérance à nos enfants, qu'on ne soit pas en mesure de leur proposer une instruction publique de qualité, les classes moyennes, les classes supérieures, les enseignants, il n'y en a pas un qui fout ses gamins, s'il habite dans un quartier populaire, en respectant la carte scolaire. Les gens qui votent Front National le sentent très bien, ça. Ils le voient très bien. Moi, je le vois très bien dans ma commune. Tout le monde contourne ce truc-là. Donc,
je crois profondément que la seule façon que l'union des droites, ça ne fonctionnera pas électoralement, parce qu'il y a une différence de nature, parce que en plus ça se ferait au profit du mouvement qui n'est pas le mien. Donc moi je raisonne, je défends mon écurie, hein, parce que je crois que c'est la meilleure pour le pays. Et qu'on ne peut pas le comparer à ce qu'a fait François Mitterrand, parce qu'on peut plutôt comparer à ce qui s'est fait aujourd'hui à la NUPES. Regardez l'état du Parti socialiste aujourd'hui. Ah, il y a eu l'union des gauches, hein. NUPES. Voilà, à celui qui braille le plus fort à l'Assemblée. NUPES. Et à remise en cause de principes fondamentaux. Clientélisme. On l'a vu sur l'histoire de la Baïa, espèce d'inversion de valeurs complète, et de gens qui, espèce de féminisme inversé, qui disent on a le droit de s'habiller comme on veut. Ben non, on ne peut pas s'habiller comme on veut à l'école. Voilà. Non, on ne peut pas arriver c'est pas une analogie, mais on ne peut pas arriver déguisé en FNSS, par exemple. Voilà, c'est pas possible. Quoi. On ne fait pas ce qu'on veut à l'école. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a une dynamique islamiste avec des gens qui sont en train de pervertir beaucoup de musulmans. Et voilà. Moi, je dis souvent, par exemple, que beaucoup d'immigrés devraient voter à droite. Moi, beaucoup d'immigrés que je vois, avec qui j'ai grandi, que je rencontre, une majorité d'entre eux sont des gens qui bossent, qui sont venus pour des bonnes raisons en France. Ils sont venus parce qu'ils étaient opprimés chez eux ou parce qu'ils étaient pauvres chez eux. Et ils sont venus dans les années 50, 60, et moi, pour bosser, pour travailler. Eux. Il n'y a que les gens déconnectés qui pensent que dire qu'il faut limiter l'immigration est un discours anti-personne issue de l'immigration. N'importe quoi. Moi, plein d'immigrés me disent Monsieur le maire, d'origine du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, il faut vraiment couper les flux migratoires du Maghreb. Je vous amène avec moi dans des réunions de quartier. Vous avez complètement raison. C'est n'importe quoi aujourd'hui. La France, ça doit être respectée, monsieur le maire. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. Mais on ne va pas aujourd'hui faire une alliance des droites qui serait un machin de politiciens, 4e République, et qui serait inefficace électoralement. Et aujourd'hui, bah oui, moi, est-ce que le Rassemblement national est d'accord avec moi pour supprimer la carte scolaire? Est-ce qu'il est d'accord avec moi pour la retraite par capitalisation obligatoire? Voilà, je pose la question. Et moi, désolé, mais pardonnez-moi d'avoir la prétention ultime de défendre les convictions qui sont les miennes. Bonjour. Bonjour, Ali Reza Khalili, directeur de cabinet d'un ambassadeur, prof de géopolitique en enseignement supérieur. Est-ce que pour vous, lorsqu'on prend en compte la prise de puissance de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'élargissement des BRICS et j'en passe, est-ce qu'aujourd'hui, entre la droite et la gauche française, en matière des lignes conductrices de la politique étrangère française, il y a une différence ou pas? Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas la doctrine de la gauche en matière de politique étrangère. Voilà. Et je ne voudrais pas faire de bêtises ou être injuste, je ne sais pas. Est-ce que c'est Hubert Védrine? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Voilà, je ne sais pas. Donc, pardonnez-moi, hein, je suis incapable de vous répondre à cette question. Voilà. Mais c'est une bonne, ça va me stimuler, je vais un peu regarder ce qu'ils font. Michel Hanoun, Oui. Michel Hanoun, médecin et ancien député maire honoraire. D'accord, c'est le clan médical là-bas, c'est ça? Non, c'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. Mais il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres dans la vie. Vous avez dit un certain nombre de... d'ailleurs. D'énormité, oui, pardon. Une remarque et une question de fond. La remarque, c'est qu'à propos de l'évolution de l'hôpital, et quand on se veut de droite, je pense que vous pourriez proposer l'évolution du statut vers le contrat. Peut-être que ça pourrait avoir de l'efficacité par rapport à... Ça me va bien, en tout cas. Voilà. Les mots que vous avez dit me vont bien. C'est une suggestion. Pour le reste, vous avez dit tout n'est pas politique, mais quand même, pour que tout ce que vous évoquez puisse avoir une pratique, une lumière ou quelque chose de ce genre, encore faut-il accéder à la magistrature suprême dans le pays. Est-ce que la campagne présidentielle, c'est une élection municipale en grand, une campagne municipale en grand? C'est donc au président des maires que je pose la question. Ou est-ce que, pendant longtemps, j'ai pensé, comme beaucoup, et comme vous semblez le penser, que c'est d'abord le programme qui doit être la quintessence qui va rassembler un certain nombre de gens. En réalité,
puisque vous avez le contact avec un certain nombre de gens au quotidien, vous vous apercevez que très rapidement, on vous dit « mais c'est qui va porter ça ?» Et vous, tout à l'heure, sur la question d'André Comte-Sponville, vous avez indiqué qu'il fallait qu'on fasse votre programme et que ce ne soit pas une négociation. Et si ce n'est pas votre programme, vous n'adhérez pas à une autre hypothèse. Donc, je ne vois pas comment, à un moment donné, on peut réaccéder à la présidence de la République quand on est de droite. C'est un type douloureux qui a sa carte depuis le JP jusqu'à aujourd'hui dans la même famille et qui vous pose cette question et qui espère une réponse, qui dépasse la convenance du confort aseptisé de cet endroit. Oh, mais chaleureux néanmoins. Plusieurs choses dans votre propos. Je suis pénible sur les mots, mais non, je répète, tout n'est pas politique, mais la politique est essentielle. J'ai même dit qu'elle était consubstantielle à l'homme, donc on ne peut pas vivre sans politique. Mais en revanche, parce qu'il faut que j'écrive là-dessus, mais la défense de la sphère privée et de l'intimité va être un combat politique. Vous voyez, je pense que on ne se rend pas compte actuellement du désastre de la régression de la notion de sphère privée et d'intimité, et que ça s'inscrit dans cette crise de la démocratie. Voilà. Bon, je reviens là-dessus. Ensuite, nous sommes à 4 ans d'une présidentielle. Ce qu'il compte, la politique, à un moment donné, c'est mathématique. On additionne des voix. Ça se compte. Donc c'est un rapport de force. Je crois de façon à la fois éthique, mais surtout tactique, que dans la période actuelle, le foisonnement n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est déterminer un corpus fort pour peser. Puis après, on verra avec qui on pèse. On verra, est-ce qu'on arrive à porter jusqu'au bout un projet? Moi, je le souhaite, parce qu'il me semble que face au déclassement majeur de notre pays, que j'ai évoqué tout à l'heure, sécuritaire, commercial, industriel, économique, etc., on a besoin d'une politique radicale, pas d'une politique extrémiste. C'est une politique qui va aux racines des problèmes, qui est la désorganisation de l'appareil d'État. Et que tout ce qui pourrait être de l'ordre de la transaction préélectorale sur cette nécessité fondamentale serait une énième expression d'une tromperie des électeurs. Et moi, je ne veux pas tromper les citoyens. Donc vous comprenez, c'est une gestion du temps, la politique. Et dans la gestion du temps, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est porter des convictions. Vous avez aussi noté que je distingue, moi, programme de projet. Les programmes, j'y crois pas énormément. Je crois beaucoup aux projets et aux principes. Parce qu'ensuite, c'est une alchimie, c'est très particulier. C'est une personnalité, un caractère, des principes, des objectifs, quelques mesures, évidemment, qu'il faut définir, et une personne... Enfin voilà, c'est tout ça qui se cristallise, hein, comme disait Stendhal. C'est la cristallisation, comme Gainsbourg l'a chanté. Donc, et ce n'est pas le moment. Et tous ceux qui vous disent c'est le moment, ils planteront l'élection. Désigner un candidat présidentiel, c'est une erreur majeure de faire ça 4 ans avant, c'est tout. On aurait désigné Édouard Balladur, on a vu qu'il a perdu, peut-être hélas d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc il ne faut surtout pas désespérer. Ensuite, vous me dites, est-ce que c'est une grande élection municipale que l'élection présidentielle? Et je vais vous répondre de façon très insolente et très provocatrice. Je vous le dirai quand j'aurai fait une élection présidentielle. Voilà. Monsieur le Président, Michel de Rosen, je préside le Conseil de Forestia, un équipementier automobile. Ma question est en relation avec la réponse que vous venez de donner. Pour l'élection présidentielle, quelques candidats s'annoncent, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, vous-même, et pourquoi pas, si on regarde l'arc de la droite et du centre. Est-ce que vous pensez qu'il sera nécessaire le jour venu qu'un mécanisme de sélection des candidats soit mis en place pour éviter que le centre et la droite se déchirent au profit des extrêmes? Alors, bonne question, là aussi, à laquelle j'ai un peu répondu, hein, monsieur le docteur, ancien maire, et qui me permet de compléter ma réponse à André Comte-Sponville, c'est que
il faut effectivement donc un principe il faut qu'une personnalité émerge à un moment donné pour cristalliser au bon moment, hein, donc quelques mois avant la présidentielle. Bon. Et quand vous avez une personnalité qui a un discours à la fois fort mais pas enfermé, un peu transgressif, hein, la politique c'est la transgression légitime, avec cette figure tutélaire qui est De Gaulle, qui était vous n'avez plus de problème avec le Rassemblement national. Enfin, moi, Nicolas Sarkozy en 2007, c'était une campagne, moi je me souviens, qui était exaltante, qui était passionnante. Et il prenait des contre-pieds, c'était très intéressant. Je regarde Gérard Longuet, hein, mais on nous annonçait, et même en 2012 d'ailleurs, où c'était un peu moins performant, puisqu'il a perdu contre François Hollande, mais tous les experts annonçaient un 21 avril à l'envers. Hein, déjà, on posait la question, l'Union, le Front National, mais comment est-ce qu'il ne voulait pas les intégrer, etc. Et puis, il n'y a pas eu du tout de 21 avril à l'envers. C'est-à-dire que quand vous avez... on pense que l'on veut Nicolas Sarkozy, mais c'était un patron. Donc, il y avait un leader. Quoi, voilà. Bon. Donc, cette question, elle est essentielle. S'il y avait une présidentielle maintenant, il faudrait faire un processus de sélection. C'est une évidence. C'est-à-dire que... on ne peut plus se payer le luxe d'avoir des candidats crédibles. Vous citiez, moi je sais pas, Édouard Philippe, qui est le sondage, ou Laurent Wauquiez, qui est une forte personnalité qu'on cite souvent à droite, qui se retrouverait en premier tour. Je pense que, pour le coup, ça diviserait les voix. Alors, on ne sait pas où sera le seuil de qualification au second tour. Hein. Ça sera entre 15 et 20%. Ça dépend de ce qui se passe à gauche. Ça dépend, parce qu'il faut quand même regarder Mélenchon, qui a quand même un socle solide. Hein. Bon. Donc, ça dépend. Est-ce qu'il y a une autre gauche qui émerge, enfin, bon, et ça dépend de ce qui se passe aussi à la droite plus extrême, enfin, donc chez Reconquête et au Rassemblement national. Bon, donc tout ça, c'est mouvant. Mais si l'élection avait lieu maintenant, oui, il faudrait un processus de sélection. Et le processus de sélection, il y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a deux dans la démocratie. Il y a le tirage au sort, courte paille. Bon, parce qu'on est tous égaux face au tirage au sort. Ce sera toi. Bon, ça va être difficile à faire accepter. Ou c'est l'élection, qui est le pire des systèmes après tous les autres, ça s'appelle une primaire. Voilà. Et si on veut un candidat qui soit qui ait une chance de gagner au deuxième tour, il faut une primaire ouverte. Tout ça, c'est le pire des systèmes après tous les autres. Alors, où on en sera dans 4 ans, j'en sais rien. Je pense qu'il faudra revoir cette discussion 6 mois, un an avant pour avoir un processus clair. Hein. La dernière fois, c'était beaucoup trop tard. Hein, sur la dernière présidentielle. Mais soit effectivement quelqu'un écrase le match, c'est pas simplement être populaire, parce qu'on en a eu plein des populaires qui ont perdu. Hein. Raymond Barre avait gagné la présidentielle, Édouard Balladur avait gagné la présidentielle, Alain Juppé avait gagné la présidentielle, Jacques Delors avait gagné la présidentielle, c'était des cas de figure à chaque fois différents. Mais enfin, bon, donc, mais quelqu'un qui fait que les autres candidats putatifs potentiels acceptent son leadership. Aujourd'hui, personne n'accepte le leadership des autres. Toujours pour des bonnes raisons. Donc, soit il y a une ou un candidat qui émerge et les autres acceptent, et un grand élan de fraternité, nous allons à l'élection. C'est pas impossible, mais c'est peu probable. Soit il faudra faire une primaire. Je ne vois pas d'autres mécanismes. Alors, je sais que c'est un grand débat. Ce qui a fait perdre François Fillon, c'est pas la primaire. Hein. C'est autre chose. Alors, pardon, ça sera la dernière question, donc je demanderai qu'elle soit brève, et David Lisnard pourra en profiter pour conclure. La parole est à vous. Bref, en fait, le contexte, Armand Cayazo, je suis chef d'entreprise. Je vais vous poser une question sur le sport. Eh oui, votre ville est reconnue comme étant particulièrement accueillante en matière de sport de plein air, reconnue comme Rio, comme Miami, etc. 2 événements sportifs majeurs, la Coupe du monde de rugby, notre président de la République s'est distingué à cette occasion, et puis bien sûr les JO olympiques paralympiques 2024. Est-ce qu'il y a une politique de droite en matière de développement du sport? C'est la question la plus dure de toutes. Sport et la culture sont les 2 éléments qui permettent à l'individu de s'émanciper. Donc c'est essentiel là aussi. Hein. Je parlais de culture tout à l'heure. Et à chaque fois, il y a à peu près cette notion d'élévation individuelle et de lien horizontal.
Par la culture, c'est le partage d'une œuvre, d'une émotion. Par le sport, c'est ce qu'on ressent, qu'on vibre dans une équipe, mais même dans les sports individuels. Vous êtes avec l'autre, vous êtes avec les autres, vous courez en groupe, etc. Dans la pratique, je pense qu'il n'y a pas de grande différence sur le plan local, mais allez, on va être un peu non pas gros rouge qui tâche, mais manichéen. Peut-être qu'il y a quand même une tendance à plus privilégier le sport pour tous à gauche et le sport d'élite à droite. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Dans la pratique, on sait tous que le sport d'élite dépend de la capacité de démocratiser le sport pour faire ressortir les meilleurs. Le football, tant critiqué, hein, qui exaspère tant, mais qui est un sport tellement sublime, est une forme de darwinisme extraordinaire, de sélection inouïe. Pour l'avenir de la droite, moi je voudrais qu'on fasse comme dans les clubs de foot, qu'on ait un centre de détection de talent, qu'on aille recruter dans les universités, dans les entreprises, dans les syndicats, chez les jeunes retraités, chez les étudiants. Club de foot, on peut en penser ce que l'on veut, mais la recherche, la collecte des talents est phénoménale, jusqu'à des divisions, 5e, 6e division, National 3, moi je le vois. Hein, bon. Donc, c'est ce qu'on va faire c'est le discours qui sera autour du sport qui va différer. C'est-à-dire, je pense qu'à gauche, on dira plus que le sport, on a tous la même sueur et on est tous égaux, ce qui est archi faux. Pour être coureur à pied en déclin, même quand je faisais moins de 3 heures, il y a encore jusqu'à 45 ans, au marathon, j'ai jamais rattrapé les Kenyans devant. Hein. Je me sentais pas, et je réclamais pas un droit à être égal aux Kenyans. Hein. Je ne voyais pas une forme de discrimination dans le fait d'arriver derrière. C'est pas si anecdotique ce que je viens de dire. Et donc à gauche, on aura plus ce discours-là. À droite, on aura plus peut-être un discours de dire le sport élève et c'est par le mérite qu'on y arrive. Mais c'est une question très difficile. Je n'y réponds pas très bien d'ailleurs. Ça m'embête de finir là-dessus. Mais c'est une très bonne question. Bravo, monsieur. Après, quand vous êtes président de la République, moi, je n'aime pas les huer. Vous savez, il y a un poète qui disait « Jamais je n'ai hué quelqu'un ». Mais après, quel masochisme, quoi. C'était tellement écrit, quoi. Je ne comprends pas. Là, pour le coup, je sais pas, il y a un homme de communication ici, je ne comprends pas de savoir qu'on va se faire. Je ne suis pas pour montrer qu'on résiste à la tempête, je ne sais pas. Est-ce que c'est la vision ultime d'une volonté de dire qu'on est solide, ou est-ce que c'est l'inconscience? Je ne sais pas. Mais c'est dommage, tout ça. Tout ça est bien dommage, en tout cas. Un mot de conclusion? Merci beaucoup. Mille merci. Merci et bonne journée. Eh bien, merci à tous.